sujet, par exemple? Alors, là, en l'occurrence, par exemple, on a le rétablissement de l'ISF, ça c'est beaucoup revenu. C'est une grande question qui est revenue. Pour ce qui est de la TICPE, c'est revenu. Pour la création de l'Assemblée citoyenne, pour ce qui concerne, enfin, pratiquement pour tout, c'est utopique, là dit comme ça, que pour une liste de 20 propositions, on fasse 20 référendums, mais l'idée c'est ça, c'est de dire pour les grandes questions, le peuple veut être le peuple. Les citoyens veulent être consultés et régulièrement. Ça c'est beaucoup revenu. Donc voilà. Et la colère monte, et elle montera encore parce qu'il y a encore des manifestations prévues, et vraiment c'est à un niveau assez élevé. Le discours d'aujourd'hui n'a vraiment pas arrangé les choses en plus. En plus, ouais. Ça a été encore autre chose aujourd'hui. C'est-à-dire d'associer le pouvoir d'achat en fait à des choses qui vont pas du tout améliorer le pouvoir d'achat des gens en fait. Les sujets traités n'étaient pas là pour améliorer leur pouvoir d'achat et ça c'est pas passé auprès de tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on dit que c'est pas du tout fait. il y avait le pouvoir d'achat avec je sais plus c'était quoi les sujets traités ce matin. Il y a beaucoup de traités de la transition, enfin, ouais, voilà. Sur l'environnement. C'est vrai que c'est ce que je disais en fait. On m'avait interrogé avant pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ce qui va être dit. Comment s'exprimer quand on ne sait pas encore ce qui va être dit déjà. Mais quand j'ai cru entendre au départ que ça allait traiter de la transition, je me suis dit ça peut pas traiter que de la transition, étant donné tout ce qui se passe depuis un mois. Ça n'avait pas de sens de faire un discours que sur la transition. Donc forcément, c'était couru d'avance que ça allait pas passer. Mais dans le sens, parce que de fait, il se trouve qu'il était prévu depuis longtemps cette présentation de la politique pour l'énergie et le climat. Et par ailleurs, justement, le président a voulu qu'on élargisse un peu le sujet, à la fois sur la méthode, de dire est-ce qu'il y a les gens qui se mobilisent en tant que gilets jaunes, mais d'autres aussi, qui ont envie justement de donner leur avis sur des propositions, sur pourquoi cette transition écologique ne leur convient pas, pourquoi les outils qui sont utilisés ne leur paraissent pas pertinents, ne leur paraissent pas efficaces ou pas adaptés à leurs besoins. Et par ailleurs, et après à la fin, c'est vrai que c'était à la fin de son intervention, il a élargi un peu plus sur la question des impôts, sur la question des dépenses, parce que les impôts, ils ne sont pas prélevés pour le plaisir de prélever des impôts, ils sont faits pour financer des dépenses publiques, de l'État, des collectivités locales, de la Sécu, et d'ailleurs, les impôts ne couvrent pas toutes les dépenses. Donc, après, on continue à avoir des déficits tous les ans. Il y a deux choses, les gens ne sont pas... Alors justement, on m'a beaucoup posé cette question. Ils ne sont absolument pas contre une transition, pas contre pour consommer plus propre. Alors, pas du tout l'esprit. Ils ne sont pas contre payer des impôts. C'est simplement un besoin de transparence, besoin d'exister, de donner sa voix, et besoin d'être consulté régulièrement, et besoin de comprendre pourquoi, ou plutôt d'arrêter, ou c'est l'impression qu'on a, de faire des mesures qui vont toujours dans le sens de la taxe, au lieu de réfléchir à une autre méthode. Et là, pour prendre l'exemple de la transition, c'est de dire, voilà, au lieu d'augmenter davantage, pourquoi ne pas réinvestir dans des carburants plus propres, par exemple. Et si ce modèle-là, il se reproduit sur chaque type de sujet, et qu'on se dit on taxe parce que la solution tout de suite c'est de taxer, ça passe pas. Voilà. Et les baisses de dépenses, du coup, vous les baisses de taxes, vous les sentez pas du tout, parce qu'en parallèle de l'augmentation de la taxe sur les carburants, il y a eu la baisse sur la taxe d'habitation, il y a eu une baisse des cotisations sociales sur la partie salariale. Non du tout, parce que du coup Et ça a lieu aussi, donc il n'y a pas de baisse de dépenses associées, c'est-à-dire les dépenses sont maintenues, mais par contre c'est... on ne le ressent pas parce qu'à chaque fois qu'une baisse des taxes est faite, elle est rattrapée autre part. C'est comme sur la taxe d'habitation, je crois que ça touche, le gouvernement n'a pas pris sur sa part à lui. Donc du coup, les régions sont obligées de réaugmenter. Il y en a qui ont vu leur taxe d'habitation augmenter plus que diminuer. Concerné par l'augmentation de la taxe d'habitation. Tout à fait, oui. Ça, c'est... Mais là, c'est des cas, je sais pas quel est le... La plupart des gens, je dirais, il y en a beaucoup. Hein. J'ai entendu parler de beaucoup de gens, mais après je ne saurais pas dire en proportion. Où est-ce que vous habitez ? Ah, Savigny-le-Temple. Ils ont augmenté les... Et foncière. J'ai la double peine. Voilà, mais bon. Même déjà de par chez nous, même de la diminuer, déjà, elles sont déjà énormes que c'est pas assez significatif, quoi. Et sur... cotisation sociale, c'est pareil, vous ne l'avez pas vraiment vu sur les fiches de paie? Non, du tout, non. Je crois que ça représente 10 ou 15 euros, même pas. Ça représente environ 20 euros par mois, un peu plus, donc multiplié par 12, c'est pas complètement négligeable en annuel. Après, à côté de ça, il y a des salaires qui diminuent, tout ça, parce que le prix du carburant va augmenter, le patron va pouvoir moins investir là-dedans. C'est tout, en fait, c'est un tout. Donc, tout ce qui est baissé d'un côté est repris de l'autre, donc forcément, au final, on ne le ressentira pas. Mais
Et ça va même juste ne pour parler que du carburant, ça va toucher énormément de professions. Et les gens vont le ressentiront à un moment donné ou à un autre, de toute façon. Dans le transport de leurs aliments, dans tout, en fait, tous les commerces vont réaugmenter leur prix par rapport à ça. Oui, Pour l'instant, transports oui. routiers ne payent pas la totalité, justement. Ça arrivera peut-être un jour après aussi. Mais... C'est pour ça que je les ai pas cités. Mm. Ils payent pas. Depuis 2015, je crois, ils payent pas. Mais Il y a toujours eu un taux réduit sur le gasoil routier, justement. Et du coup, sur la transparence de la dépense, il faut qu'on fasse un gros effort pour expliquer où va l'argent de l'État, en fait, parce que l'argent de l'État, il reste pas dans l'État, en fait, il devient des routes, des écoles, de la justice. Mais les gens le comprennent très bien, ça, c'est c'est que juste là, les gens, tous les gilets jaunes qu'on a pu voir et discuter avec eux, c'est les gens ne s'en sortent absolument pas. Et c'est la seule chose qui ressort de tout ça. Vous pouvez voir qu'à travers chaque gilet jaune, c'est des gens qui ne s'en sortent plus du tout à la fin du mois. On aura beau leur expliquer où partent leurs impôts, ou leurs frais ou leurs taxes, les gens ne s'en sortent pas pour autant. La transparence sur les taxes ne changera pas qu'à la fin du mois, il leur reste que 20 € pour manger et s'habiller et payer tous leurs loisirs et tout ça. C'est vraiment une urgence, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne s'en sortent pas. Nous, du coup, depuis qu'on a lancé ce mouvement-là, on a beaucoup de témoignages et c'est vraiment affolant pour certains. C'est très inquiétant. beaucoup de retraités. Et ça touche vraiment une grande partie de la population, parce que même nous qui devrions normalement avoir... moi je suis routier, ma femme est comptable, on se fait assaillir de taxes à longueur de mois, quoi. Entre je crois qu'on est à 2400 € d'impôts locaux et de taxes foncières par an. C'est énorme, ça. Impôts tout compris par mois, on est presque à 700 €. Et d'un loyer. Non. Après, il faut ajouter à ça le crédit, les assurances de voiture. On finit la fin du mois souvent à découvert. Alors que normalement, avec nos salaires, on devrait être bien. Enfin, si on revient quelques années en arrière, les salaires, les métiers comme ça étaient pas pris par toutes les taxes. Ça touche vraiment une très grande partie de la population. Oui, c'est bien en fait, un peu la taxe carburant, enfin, la taxe carbone, ça, un peu la goutte d'eau par rapport à un ensemble plus général, en fait. En fait, les gens, ouais, on a l'impression que beaucoup de taxes sont mises en place avec des noms différents, mais pour revenir au même point, en fait, d'être taxés, quoi. Là, on nous annonce encore plein de taxes pour le mois de janvier. On en est déjà là au mois de novembre. C'est risqué d'annoncer tout ça pour le mois de janvier, alors que ça se passe déjà très mal maintenant, quoi. Quand vous dites plein de taxes pour le mois de janvier par rapport au carburant. Moi, je crois qu'on en a vu d'autres taxes même encore. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres taxes sur d'autres sujets, mais je sais que voilà, sur la taxe sur le carburant, effectivement, ça va être augmenté en Justement, on janvier. est plutôt en train de continuer à les baisser, parce que par exemple, sur les heures supplémentaires, c'est vrai qu'il y a eu une mesure qui avait été prise en 2007, elle avait été arrêtée en 2012, et là, nous, on souhaiterait la remettre en œuvre, mais dans le courant de l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt des mesures supplémentaires. Après, c'est un peu toujours pareil. On pourrait, sur les carburants, dire finalement, on réduit les taxes sur les carburants. Il y aurait quand même deux questions. D'abord, la prochaine fois, les prix du pétrole augmentent. Ça, on n'a pas la main là-dessus, de toute façon. Oui, mais ça veut dire que là, il n'y a plus de marge. Donc, si on ne change rien sur les modes de transport, les voitures qu'on utilise, etc., la prochaine fois, c'est pas une vue d'esprit, parce que en 2008, vous êtes peut-être trop jeune pour l'avoir subi à l'époque, mais il y a 10 ans, c'était le prix du pétrole, il était plus de 2 fois plus cher qu'aujourd'hui. Oui, mais donc à l'époque, on parlait d'ailleurs du litre de carburant à 2 €. Et pourquoi vous ne créez pas de nouveaux carburants? Je comprends pas. Et parce que les nouveaux carburants, je ne sais pas ce que vous entendez par nouveaux carburants, mais les carburants, par exemple, issus des produits agricoles, ils sont plus chers. Ils sont plus chers à terme parce que voilà, après ça a fait augmenter les prix dans l'agroalimentaire, etc. Parce qu'on prend massivement sur le blé ou des choses comme ça. Parce que le coût de production est plus élevé que le coût de production du pétrole. Ah, mais je peux vous l'assurer. J'aimerais bien ça. J'aimerais bien voir. Ils sont fortement détaxés. L'éthanol que vous pouvez utiliser, il y a à peu près 1000 stations-service qui distribuent de l'éthanol. Donc un produit, il a 100% d'origine agricole. Il est moins taxé que l'essence et le gasoil. C'est pour ça qu'il est moins cher. Sinon, s'il était taxé autant, il serait beaucoup plus cher. Non, l'électricité, justement, la voiture électrique, je ne sais pas pourquoi maintenant il y a un peu une fixation de certaines personnes contre la voiture électrique. D'abord, cette histoire que la voiture électrique pollue plus que la voiture diesel ou l'essence sur toute sa durée de vie, c'est fou. Sur le territoire français, oui, on sait qu'elle ne va pas polluer, parce que du coup les batteries ne sont pas fabriquées en France, mais en termes de pollution même. La voiture électrique en production, pour produire une voiture électrique,
En effet, c'est pas neutre, hein. Il y a l'utilisation d'énergie, il y a des métaux, etc. Mais c'est équivalent à une voiture essence Oui, utilisée. donc c'est pas moins polluant, c'est ce que je vous Mais dis. si, parce qu'après, quand c'est utilisé, on a toute cette durée de vie d'utilisation. Là, en revanche, c'est moins polluant. Mais sur le territoire français, c'est ce que je dis, la pollution est délocalisée simplement. Mais le, Ah non, C'est parce que l'électricité. Non, puis la voiture électrique, elle est peu fabriquée, carbonée. la Zoé, elle est fabriquée en France. La Non, mais- batterie est fabriquée en Corée, Ouais, Oui, voilà. en Corée du Sud. Et la voiture, oui, mais vous savez qu'il y a des voitures. Enfin, fabriquées qui en sont Corée, mais dans une l'extraction partie des métaux pour la Oui, batterie. d'accord. Mais une fois Ce que que je vous veux dire, faites c'est le que la bilan solution, global, ce que je veux dire, la c'est que la voiture électrique solution- pollue moins, surtout quand c'est en France, puisqu'en France, on a de l'électricité qui est produite avec très peu d'émissions de CO2, contrairement à d'autres pays. Et donc là, c'est vraiment un double avantage pour la pollution de l'air et le climat, et pour le budget, parce que à l'usage, la Pour moi, voiture mettre électrique tout- coûte beaucoup moins cher. Pour moi, mettre tout. Là, le carburant électrique coûte moins cher que le carburant essence ou gasoil ou éthanol ou autre carburant. Pour moi, mettre tout le budget ou comment dire, tous vos espoirs dans la voiture électrique, pour moi, c'est pas sensé. Quand vous parlez des carburants à base de, vous avez dit l'éthanol, vous avez d'autres solutions. On a vu les algues, on a vu... Voilà, il y a les micro-algues, Mais il ça y a coûte beaucoup de très choses. cher. Il y a beaucoup Ça de coûte choses. beaucoup plus cher pour l'instant. L'hydrogène, c'est pareil, il y a des gens qui rêvent de l'hydrogène. L'hydrogène coûte beaucoup plus cher. C'est d'ailleurs hors de portée. Je ne sais pas si vous avez vu des voitures à hydrogène, ça coûte 70, 80 000 euros. Vous avez approché les gens qui ont des projets comme ça Mais bien sûr, les on soutient, passe notre temps à faire ça. On on- leur donne de l'argent, Voilà. on les subventionne. Et pourquoi on les voit pas sur le marché? Mais parce que Mais ça met parce du que temps c'est à se encore trop développer. cher. C'est des technologies qui sont pas encore C'est mûres. voilà. C'est ce qui a été annoncé ce matin. Ce matin, on a Ouais. annoncé qu'on soutenait la filière à hydrogène, qu'on soutenait les biocarburants, Mais ça en est où tout ça? Parce qu'on voit pas d'horizon. L'éthanol, il y a 1000 stations-service sur 5000 qu'on distribue, donc c'est pas des choses. Non, mais on en n'est dehors pas- de l'éthanol qui existe déjà, qui est déjà sur le territoire, sur ces carburants-là. vous dites L'hydrogène, les on projets. s'est donné un L'hydrogène. objectif à 5 ans. Mais pour l'hydrogène, ce développer. ne sera jamais adapté pour la voiture, ça nécessite d'avoir des bonbonnes, c'est une question physique. pour les- hein. pour les- C'est des bonbonnes qui soient pour les résistantes poids à la lourds, pression pour les d'hydrogène qui font que ça coûte extrêmement cher à l'échelle d'une voiture. Ce sera peut-être valable pour des trains. Aujourd'hui, il y a en Allemagne un train qui circule, qui est fabriqué en France, par Alstom, qui fonctionne à l'hydrogène, qui est quand même plus cher que les trains diesel Et vous d'aujourd'hui. pourriez, vous, faire ça, un recensement de ces projets-là, Ah oui, et bien nous sûr. dire, Ils voilà, existent, ils Ça, en bien sont sûr, où. non, mais ça, Et on on peut les est consulter. prêt à vous le transmettre. Parce que là, bon, on n'est pas venu que Ah oui, non, mais ça, que on pour la en- transition écologique, mais par rapport à l'électrique, on a beaucoup de questions. Et je ne sais pas Ah oui, comment mais vous je pouvez comprends, imaginer. mais c'est pour ça qu'il faut Vous avez mis en faire, place une super prime de 4 000 euros. Mais du coup, la prime de 4 000 Ça qui n'est euros, pas valable que pour les voitures électriques. hein. oui, d'accord, on est d'accord là-dessus. Tout type de Elle, voiture. ça sera que pour les gens qui ne sont non imposables. Le maximum de la prime. Il faut bien se rendre compte que les gens qui sont non imposables ne peuvent pas avoir de crédit pour une voiture. Ça, on Il y a travaille beaucoup de là-dessus, contradictions on est là-dessus. conscient de ce C'est quand problème-là, même. mais l'accès au En crédit. fait, nous, on a l'impression que beaucoup de primes sont mises en place pour que justement la complication de la redistribution de ces primes ne soit pas faite en fait. Mais d'abord, on est d'accord. C'est très compliqué. Moi, ma femme est partie voir pour une voiture Zoé. Et les vendeurs, ils ne peuvent pas mettre en place toutes ces primes. Déjà, on est arrivé, vous êtes imposable, oui, donc vous aurez que 1 500 euros sur 4 000 euros. D'accord, bon, les offres que vous voyez dans les documents, là, enfin, dans les pubs, à partir de 29 euros, Ah, mais la Zoé, c'est 6 000 euros quand même. Le bonus, c'est Sur une voiture neuve. électrique. Oui. sur une neuve. Enfin, aller proposer à quelqu'un qui touche 1 500 ou 1 200 euros une voiture neuve, ça va être compliqué. Là, Hein. vous avez raison. C'est la raison pour laquelle on veut aussi discuter de l'électrique, c'est qu'on veut essayer de trouver des solutions qui marchent bien. L'électrique, je suis pas sûr que ça soit une bonne solution pour beaucoup de Les raisons. banques, les organismes de microcrédit, pour arriver, il y a des solutions alternatives aux banques pour faire le juste milieu entre la prime et une occasion. Et c'est vrai qu'on est en train de chercher comment est-ce qu'on rend ça le plus opérationnel possible. Donc ça fait partie des choses qu'on veut mettre sur la table dans les débats nationaux et locaux. Parce qu'en plus, il faut bien se rendre compte que tous les véhicules polluants de France, c'est souvent les petits ménages qui ont des véhicules polluants, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des véhicules neufs. Ces gens-là habitent souvent en HLM, en bâtiment. Une voiture électrique, c'est juste impossible pour ces personnes-là. Il y a beaucoup. c'est vrai. L'électrique, ça pose énormément de problèmes. Les gens peuvent déjà, d'un coup financier, d'un coup pratique. Même dans les milieux ruraux, C'est quand plus on fait adapté au beaucoup de milieu kilomètres, rural, parce que, en fait, c'est pas un problème de recharger sa voiture quand on habite à la campagne, dans son garage ou devant sa maison, alors que c'est plus compliqué. Ça, c'est vrai. Dès qu'on habite en immeuble ou même en maison et qu'on n'a pas de garage. Mais par ailleurs, ce que vous dites est tout à fait vrai par rapport à quelqu'un qui gagne 1 500 euros et qui va. Mais quand la question, c'est pas de dire tout le monde doit changer de voiture là maintenant, mais quand on change de voiture, on change bien un jour de voiture quand même. ça dépend. Les gens, certains vont jusqu'au bout de leur voiture et les gardent presque 10 ou 20 ans. Quoi. Oui, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils roulent peu.
Ah non, je vous assure qu'il y a des gens qui gardent leur voiture plus de 300 000, 400 000 km. Nous, on a cette vue-là sur ces gens-là. Nous, on vit dans ces milieux. Parce que les prochaines, elles consommeront moins. Donc si on arrive à Oui, mais faire elles un consommeront peu moins. des- Mais il y aura toujours cette taxe sur le carburant qui sera un coût pour les gens. Ça reviendra au final, on reviendra toujours au même. De toute façon, quand ils roulent aujourd'hui, ils vont payer plus cher parce que leur voiture va consommer plus, donc ils vont consommer 8-9 litres au 100, quand la prochaine, même si c'est une occasion, elle sera plutôt à 5-6. Oui, c'est bien après que ça les qu'on voitures a fait neuves la prime pour les polluent moins, mais voitures c'est toujours le même problème de pouvoir les acheter. Oui, c'est pour ça que nous, on a voulu, dès la semaine, on a attendu la crise de la hausse des prix et des gilets jaunes, on a voulu qu'il y ait la prime pour l'achat de voitures d'occasion. D'ailleurs, ça marche bien, puisqu'on a plus de 250 000 personnes qui ont demandé à en bénéficier pour changer de voiture, et aux 3/4, c'est des gens qui achètent une voiture d'occasion. Et diesel. Non, diesel à 45% et un peu plus essence, et le reste en électrique ou en hybride. Et par ailleurs, c'est des gens qui, à 70%, sont même imposables. Ce pas les gens les plus aisés qui bénéficient de la prime. Et à l'époque, depuis le 1er janvier, c'est 2 000 euros. Là, on décide de l'augmenter pour ceux qui sont avec des plus petits revenus et qui font beaucoup de kilomètres. Mais sinon, c'est 2 000 euros. Eh bien, ces personnes-là ont acheté une voiture d'occasion, pour la plupart. 70%, c'est... Je sais pas comment ils ont fait personnellement. Moi, je vois ma mère qui travaille pour l'éducation nationale. Elle touche 1 500 euros par mois. Son budget maximal pour une voiture, quand je me suis chargé de trouver une voiture, c'était 3 000 euros maximum. Une voiture électrique, c'est même pas possible pour elle. Même de changer pour une voiture moins polluante ou quoi. On a trouvé une voiture de 1997. Et à ce prix-là, c'était la meilleure qu'on avait trouvée pour ce budget-là. On ne peut pas se permettre de changer de voiture comme ça. Et il y en a beaucoup de Français ne peuvent pas. Fait beaucoup de kilomètres? Non, pas beaucoup. Non. Donc, c'est pas Et heureusement d'ailleurs, du coup. Parce que pour ce prix-là, elle a pu trouver une voiture essence qui était du coup moins kilométrée et moins âgée. Elle aurait dû trouver la même chose pour faire beaucoup de kilomètres en diesel. Elle est tombée sur une voiture qui serait tombée en panne tous les 4 matins. En tout cas, nous, c'est bien l'objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions nouvelles, plus adaptées aux besoins des gens. Nous, on n'est pas du tout pour le tout électrique. Hein, mais simplement, en revanche, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, dire il faut faire zéro électrique, l'électrique c'est pas bien ou autre. Enfin, là, il faut vraiment que les gens aient les informations et les informations justes. Mais moi, je peux vous dire, il y a une voisine de chez moi à Nantes, elle m'a dit, une personne âgée qui est à la retraite, et qui m'a dit oh, j'ai envisagé de changer de voiture, mais j'ai vu à une émission de télé que la voiture électrique c'était pas bien. Bon, à un moment donné, là, il faut quand même s'en remettre à des choses qui sont objectives, qui sont qu'une voiture électrique pollue moins qu'une voiture essence ou diesel, et que surtout ça coûte moins cher à l'usage. Nous, c'est pas les rapports qu'on a. On a reçu Oui, des rapports de PSA et tout ça qui nous expliquaient par rapport aux fabrications de batteries, tout ça. Et c'est pas du tout ce qu'ils nous disent. Hein. Oui, parce qu'ils silence. Savoir Ouais, s'ils font une contre-publicité, là, ça va pas. Et Je pense pas que c'est dans leur intérêt de dévaloriser la voiture électrique qui sont. Ils n'ont pas encore de voiture électrique suffisamment prête. Donc, du coup, Ouais, ils ont ça, encore... on n'en a pas encore au Mais catalogue. c'est possible d'avoir ce recensement dont vous Ah parlez, oui, ça, de projets, Oui. de savoir ce que ça coûte et aussi pourquoi. des éléments factuels sur Voilà. l'électrique et thermique. Ah oui, parce que sinon, ça, après, ça ne répondra pas à tous les besoins, etc. Et quand même, les gens qui roulent beaucoup, ils sont quand même, ils sont obligés de changer de voiture quand même, pas tous les ans, hein, mais tous les 4-5 ans. Bon, ça veut dire que là, par exemple, les aides que l'on propose, ils vont pouvoir en bénéficier, puisqu'on va les faire durer au moins 5 ans. Et c'est normal que les autres acteurs pollueurs ne soient pas taxés. Alors, sur l'histoire de l'avion ou des bateaux, ça, il faut qu'on fasse Ça permettrait explication de répartir sur les moins. bateaux, parce que les bateaux, la vérité, c'est que eux, ce qu'on a fait, c'est pas la taxe, c'est des normes. C'est-à-dire que les bateaux, ils ne pourront plus naviguer, sauf s'ils changent de moteur. Donc ça veut dire que si on faisait la même chose pour les automobilistes, là, les gens, c'est pas qu'ils devraient payer un peu plus cher le carburant, regarder s'ils changent de voiture, c'est-à-dire que la voiture, ils seraient obligés de la mettre à la casse. Hein, c'est quand la mairie de Paris dit on va interdire l'entrée dans Paris des voitures qui ont plus de tel âge. Ça, il n'y a pas d'intermédiaire. Hein, c'est autorisé ou c'est interdit. Nous, on n'a pas voulu faire cette politique-là à l'échelle de la France. Donc, mais pour les bateaux, c'est ce qu'on fait. Et donc, dans les ports français, à partir de 2020, les bateaux qui fonctionnent avec du fioul lourd qui est le plus polluant, ils ne pourront plus rentrer. À partir de quand ça 2020. Et après, on va passer progressivement au gaz naturel. C'est-à-dire qu'ils changent de moteur. Hein. Soit les bateaux sont mis à la casse, soit ils changent la motorisation sur le bateau. Et puis sur les avions, là, nous, on travaille
à ce qu'il y ait justement une taxation à l'échelle européenne, parce que c'est là que ça permettra d'être efficace, parce que si on le fait que chez nous et que les compagnies d'à côté, qui font le pont dans le pays d'à côté ne payent pas de taxes, bon, ça va plomber nos compagnies, mais c'est tout ce que ça fera. Hein. Vous savez, EasyJet, Ryanair, tout ça, ils s'arrangeront pour aller prendre le carburant dans le pays d'à côté. Et par ailleurs, il faut savoir que sur un vol, quelqu'un qui pourrait aller voir sa grand-mère ou son grand-père fait, je sais pas moi, Brest-Nice, parce que Brest-Nice, faire en train ou faire en voiture, c'est quand même un peu coton, eh bien, il paye 54% sur son billet d'avion, 54% c'est des taxes. Donc ça revient à peu près à l'histoire du carburant. Ça revient à peu près au même. C'est quelque chose qui aurait pu se prévoir avant. Je veux dire, c'est pas normal quand même que les taxes sont arrivées à ce niveau-là, mais en connaissance de cause qu'il n'y aurait pas de taxes sur le kérosène avant ça. C'est quelque chose parce que c'est lié, comme le kérosène était peu taxé, on a fait payer aux compagnies aériennes l'aéroport, les taxes d'aérocard, etc. C'est-à-dire que contrairement à un automobiliste qui va payer la route chaque fois qu'il l'utilise, c'est ça, sinon on serait obligé de faire payer un péage sur toute la route. Bon, eh bien, il y a aussi des mesures au niveau européen et même au niveau mondial de ce qu'on appelle les quotas carbone, c'est-à-dire qu'ils doivent payer, ça revient à une taxe, ça revient au même. Pour émettre tant de CO2, il faut qu'ils payent. Et après, là où ce serait le plus utile et le plus pertinent, ce serait sur les vols de longue distance, parce que là, c'est sûr, quelqu'un qui fait Paris-New York, c'est l'équivalent de quasiment une année de circulation en voiture pour un Français moyen. Et là, on pourrait en effet avoir une taxe. Aujourd'hui, les règles internationales ne le permettent pas, mais nous, on est tout à fait prêts à se battre pour ça. Et avec le droit de poisson qui est là, on a déjà mené des négociations européennes pour intégrer ça, pour intégrer la question des poids lourds. C'est pas simple, hein, parce que je crois que tu travailles dans les sociétés de transport, les sociétés de poids lourds, ils n'ont pas tellement envie qu'on rajoute des normes ou qu'on rajoute des choses. Mais nous, on dit qu'il faut intégrer les poids lourds dans les normes de consommation, comme on le fait pour les véhicules. Les bus également. Oui, mais le truc, c'est que du coup, les automobilistes, on se sent... Parce que c'est avec les trains, il y en a qui circulent au diesel. Mais justement, le fait que, comme vous dites, vous avez un petit peu du mal avec les poids lourds, vous avez un petit peu du mal avec le secteur aérien. Au niveau maritime, il y a quelque chose qui est en place. On ne le fait pas pour les agriculteurs. On l'assume pour les agriculteurs et les pêcheurs. Le carburant utilisé par les bateaux de pêche ou par les tracteurs n'est pas taxé. Ça, c'est vrai. Voilà, il y a de ça. Mais à un moment donné, si on le faisait, les agriculteurs qui sont déjà un peu à la limite pour être compétitifs en Europe par rapport aux produits alimentaires, etc., seraient en difficulté. Moi, je pense que ce serait plus juste que vous avez parlé du gazole non routier, je crois, à un moment donné, parce qu'il n'était pas taxé. Mais le souci, c'est qu'en tant que citoyen automobiliste, quand on voit que tous ces acteurs-là qui contribuent à la pollution et qu'on dit oui, mais quand on pollue, on paye, on se sent... Nous, en tant qu'automobilistes, on se dit non, ce n'est pas vrai. Tout le monde ne paye pas quand il pollue. Il y a déjà ça. Et qu'en plus, tous ceux que vous citez, ce sont des métiers ou des industries. Et que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est que ce sont les industries ou les métiers qui sont favorisés à chaque fois. Et qu'on paye un petit peu les pots cassés parce qu'on n'a pas réussi à grappiller sur l'aérien, on n'a pas réussi à grappiller sur le maritime, on n'a pas réussi à grappiller sur le routier. Donc, on prend sur qui? Sur l'automobiliste. Quand je dis 54% de taxes sur un billet d'avion, on a quand même bien réussi à grappiller. Hein. Oui, mais bon, comme vous dites, on n'est pas les plus gros pollueurs. Donc, et voilà. le gazole non routier, c'est également la fin d'une niche fiscale. Les engins de chantier, c'était ça, le gazole non routier. Sur les éléments que vous nous avez présentés tout à l'heure, que vous avez recueillis comment, en termes de... Au départ, honnêtement, on n'a rien sollicité. Ça a été des personnes qui... Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un besoin de communication qui est juste énorme, parce qu'on reçoit, même jusqu'à aujourd'hui, des tonnes de propositions, des personnes qui ont vraiment besoin de proposer des choses, de s'investir, de mettre la pierre à l'édifice. Il n'y a vraiment pas des personnes égoïstes chez elles, qui veulent juste aller au boulot et rentrer, quoi. Donc c'est une synthèse des contributions volontaires que vous recevez. D'accord. Et de celles qui ressortent le plus, en fait, au final. On n'a pas tout pris, sinon plus personne serait ici, et il n'y aurait plus de gouvernement. Ça concerne principalement, c'est ça, la transition, les transports, etc. Donc les taxes, principalement. C'est ça, les taxes, principalement. C'est le sentiment que vous exprimez. Et l'Assemblée citoyenne. Il y a un trop-plein d'impôts. C'est ça, ah oui, là, concrètement, oui. Comme on l'a vu avec les ambulanciers il y a très peu de temps, il y a beaucoup de trucs qui touchent tout le monde et c'est en train d'éclater partout. C'est vraiment inquiétant, quoi. Et un fort accent sur les sujets de transparence et de rénovation démocratique aussi. Exactement. Exactement.
Après, vous savez, par exemple, que bon, moi, avant d'être ministre, j'étais président de l'Assemblée nationale. Quand j'étais président de l'Assemblée nationale, on avait dit vous disiez tout à l'heure, ils en ont été 37%. Ça équivaut à une baisse de la pension de retraite des députés de 37%, en alignant sur le régime général. Donc, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, parce qu'il y avait même des syndicalistes de la SNCF ou d'autres, ils me disaient oui, avant de s'attaquer à une retraite, il faudrait s'attaquer aux retraites des députés. Je dis c'est déjà fait. Voilà, après, est-ce qu'il faut le communiquer indéfiniment, etc. Puis après, il y a un débat. Hein. Moi, après, vous savez, il y a des moyens de communication. On est sur Facebook, on est sur Internet. S'il y avait un site qui permettait de vérifier certaines choses qui avaient été faites, alors peut-être qu'il y en a un. Ah oui, ça, je peux mais je veux dire, il y a des choses. Le site de l'Assemblée qui n'était pas parfait, mais enfin, il existait. Et on avait aussi des trucs sur Facebook, des pages Facebook, etc. Après, non, mais je ne critique pas du tout moi, les gens. La question, c'est est-ce que. Voilà, les gens, est-ce qu'ils trouvent que de toute façon, un député sera toujours trop payé s'il n'est pas payé au SMIC ou ce genre de choses, hein. Et alors, on peut dire la même chose dans une entreprise, un cadre doit être payé comme un ouvrier, un médecin doit être payé comme une infirmière, et ainsi de suite, hein. Moi, je veux dire là-dessus, ça, c'est un débat de société. Est-ce que tout le monde doit avoir le même salaire? Il y a un député, il n'y en a qu'un seul, hein, qui avait dit moi, je vais me payer au SMIC et toute la différence, je le verse à des associations. Bon, in fine, est-ce qu'il fait mieux son mandat que les autres, tout ça, enfin bon, ça, voilà, hein. Il y a quelques années, vous voyez, les gens l'ont complètement oublié d'ailleurs, c'est quand François Hollande était président, on peut pas dire que ça l'ait rendu populaire d'ailleurs, mais il a baissé l'indemnité du président de 30%, de tous les ministres de 30%. Moi, quand je suis passé président de l'Assemblée nationale, c'est 30%. Je vais pas le tartiner, je veux dire, machin. Il y a plein de gens qui pensent évidemment que ce que je gagne aujourd'hui, c'est trop. Puis ce que je peux comprendre, hein, je veux dire, moi, les difficultés dont vous parlez, il se trouve que moi, avant d'être ministre, j'ai été député, pendant longtemps, j'ai même été élu local. Donc des rencontres, pas comme celle-là, parce que c'était pas dans le cadre d'un mouvement de protestation. Et les gens qui venaient me voir, un jour, il y a une dame, elle est venue me voir, elle m'a dit, je suis venu me voir simplement pour vous dire que moi, je gagne en un an ce que vous gagnez en un mois. Bon, c'était une retraitée, justement. Oui, j'ai dit, je suis conscient de ça. Après, j'ai pas une recette miracle pour aligner votre retraite, ne serait-ce que sur le SMIC. On se bat, on va faire une réforme des retraites pour essayer justement que tout le monde soit traité de la même façon. Augmenter le vieillesse, justement, pour faire face aux gens qui, ayant travaillé une grande partie de leur vie, mais n'ayant peut-être pas été à plein temps ou autre, une retraite qui est très basse. Est-ce qu'aujourd'hui, minimum. Et est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est normal qu'on touche au revenu des retraités? Avec l'histoire de la CSG? Oui, mais Sans par exemple, c'était. Entre les générations aussi. Oui, et puis une question pour de. Ceux qui travaillent. C'est pareil, là, on a exonéré les retraités qui ont les retraites les plus modestes. Moi, je peux vous dire, mes parents, par exemple, qui sont des retraités de l'éducation nationale, ma mère m'a dit l'autre jour, elle m'a dit, bon, je paye 50 € de CSG de plus par mois, et j'ai l'impression que finalement, la baisse de la taxe d'habitation, ça ne nous concerne pas. Et je lui dis, quand vous êtes deux fonctionnaires à la retraite, peut-être qu'en effet, vous n'êtes pas dans la catégorie des personnes exonérées de la taxe d'habitation. Bon. C'est un effort de solidarité. Oui, mais le principe de solidarité, quand on a cotisé toute sa carrière, on a l'impression quand même qu'on l'a déjà pas mal contribué. La retraite, c'est une solidarité. Parce que si les gens ils devaient compter que sur leur épargne à eux, est-ce que l'argent qu'ils auraient mis de côté pendant leur carrière, ils auraient regardé dans les pays où ça se fait. Hein. Mais normalement, quand on travaille et qu'on cotise, c'est dans le sens où on se dit c'est solidaire et ça demande aussi, on se dit qu'il y a de la sécurité derrière. Si on se dit qu'arriver à la retraite, c'est pour ça que je dis que quand je croisais des retraités, en les voyant, ce qu'ils vivaient et la situation dans laquelle ils étaient, on se dit, non, on n'a pas d'horizon, ça veut dire que je cotise et qu'arrivé à cet âge-là, je vais encore me soucier de ce que je vais gagner ou me soucier de savoir si je vais m'en sortir, etc. Et c'est inquiétant. Ah oui, non, mais ça, je comprends. De toute façon, toutes les études d'opinion montrent que ceux qui sont plus inquiets pour la retraite, c'est les jeunes. C'est pas les gens âgés. Parce que même les retraités, tous ceux qui touchent 900 € par mois et qui se voient encore rebaisser leur retraite, c'est très inquiétant pour eux parce qu'ils arrivent déjà pas à s'en sortir avec leur retraite. 900 € par mois, l'augmentation de la CSG ne s'est pas appliquée à eux quand même. Oui, mais après, c'est tout le reste aussi. Parfois, les gens racontent des choses, mais soit ils sont pas à 900 € par mois, soit ça s'est pas appliqué. Parce que il faut être à plus de 1200. C'est ça le critère. Et sachant que la CSG était déjà plus basse pour les retraités que pour les actifs. Il ne peut pas y avoir même s'il y a ce principe de solidarité, par exemple, il ne peut pas y avoir de sécurité en se disant on est retraité, on a cotisé, on touche un certain salaire à arriver à sa retraite et on n'y touche pas. C'est ce qu'on fait sur la pension de retraite. Les pensions n'ont jamais été baissées en France. Jamais. Après, elles sont plus ou moins revalorisées sur les années, mais n'ont jamais été baissées.
Et c'est les actifs, c'est vous, c'est moi qui payons. C'est la solidarité, comme disait Brune Poisson, entre les générations. Hein. C'est pas uniquement entre les riches et les pauvres, c'est entre les gens qui travaillent et les gens qui sont à la retraite. Sinon, on ne pourrait pas payer les retraites en France. Surtout qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes âgées et de retraités. Il y a beaucoup plus de et qui le sont beaucoup plus longtemps. C'est un fait. J'ai croisé j'ai un voisin là où je suis né, et un jour sa femme me dit, tu te rends compte finalement, mon mari, elle avait jamais travaillé au sens où elle a travaillé en fait toute sa vie, mais elle n'avait pas été salariée, donc elle n'avait pas cotisé. Mais son mari, il avait travaillé, il me dit, tu te rends compte, il aurait été plus longtemps à la retraite qu'en activité, parce qu'il avait la chance de vivre jusqu'à 94 ans, 95 ans, et qu'il avait pris une retraite jeune. Bon. Aujourd'hui, c'est ça aussi la réalité. Donc il faut les payer, ces pensions de retraite pendant ces années. Et c'est payent. C'est pour ça qu'il y a une solidarité. Et que parce que la CSG, les gens retiennent que l'histoire des retraites. Mais le principe de la CSG, c'est que tous les revenus contribuent. Donc les gens, par exemple, qui ont beaucoup de revenus du capital, qui ont fait des placements financiers, etc., ils payent la CSG. Donc quand on a augmenté le taux de CSG, on l'a augmenté pour un tiers, hein, ces revenus-là. Et du coup, ça a permis d'augmenter les salaires. Hein, parce que, alors, même si vous dites, en effet, ce n'est pas des sommes énormes sur la fiche de paye tous les mois, mais c'était quand même, nous, on considérait que c'était quand même mieux que rien. Après, c'est vrai qu'entre, alors on dit souvent quelqu'un qui habite en ville ou quelqu'un qui habite à la campagne ou dans une commune, même, j'ai bien compris que vous n'habitez pas à la campagne, mais assez loin des centres-villes, etc., c'est pas la même situation. C'est vrai, c'est pas le même prix de l'immobilier. C'est aussi pour ça que d'ailleurs des gens ont été obligés ou ont choisi d'aller habiter plus loin. Donc ça, si on va dire quelqu'un qui habite dans un centre-ville, il n'a pas de voiture peut-être, mais en revanche, il paye un logement beaucoup plus cher. On est de toute façon, les mesures que l'on prend, on essaye de faire en sorte que les uns et les autres s'y retrouvent, mais la même personne, selon qu'elle habite, avec le même salaire, hein, selon qu'elle habite à tel endroit, qu'elle habite à tel autre, qu'elle a des enfants qu'elle n'en a pas, qu'elle doit faire des kilomètres entre son logement, ce ne sera jamais la même situation non plus à la fin. Oui, en tout cas en zone rurale et dans les zones éloignées, comme vous dites, c'est assez inconcevable de demander à des personnes de ne pas prendre leur véhicule. Non, voilà. Mais ça, on en est conscient. D'ailleurs, nous, on ne l'a jamais dit. On n'a jamais dit aux gens ne prenez plus votre voiture. Mais vous les incitez à plus prendre leur voiture par rapport au prix du carburant. Ça. Oui, on en revient au même au final. Moi, j'ai entendu dire on voudrait que les citoyens apprennent à délaisser leur véhicule et à circuler autrement. Mais dans ce cas-là, on propose des choses pour leur permettre de circuler autrement. Mais vous avez raison, la question, vous avez complètement raison. La question, c'est, en ce moment, on est en train, il y a une loi qui va passer pour développer les modèles de transport alternatifs, le covoiturage, le transport à la demande, les minibus, par exemple, etc. Moi, je vous dis, j'habite à la campagne, on est complètement rural. Sans ma voiture, je reste chez moi. Et le problème, effectivement, c'est qu'il y a un peu un fossé. En tout cas, il y a un problème de temps, c'est vrai, entre le moment où tous ces systèmes-là ils vont se mettre en place et maintenant. Donc, c'est ça, et c'est là qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et on considère que les solutions, c'est pas nous depuis ici qui allons toutes les trouver. Et ce qu'on veut faire dans les 3 prochains mois, c'est aller à la rencontre de chacun et de dire, vous, sur votre territoire-là, quelles seraient vos solutions, vous pensez, et comment suggérez-nous ce qu'on peut mettre en place. C'est ça l'objectif. La solution ne sera pas pour tout le monde de changer de voiture, en tout cas de changer de voiture cette année, etc. Ça, on le sait très bien. Après, est-ce que, par exemple, le covoiturage, même si c'est pas tous les jours, mais un jour par semaine, dans certains métiers... mais ça, les gens le font déjà. En fait, ils n'ont pas attendu qu'on leur dise. Oui, mais justement, c'est ce qui permet quand même de faire des économies. Mais c'est vrai. C'est déjà des choses qui se font, les gens s'organisent. Quand vous voyez le nombre de voitures avec une seule personne dedans... Oui, parce que là, c'est pas du mais le problème, c'est pas de punir ceux qui vont prendre leur véhicule, ce serait plutôt de récompenser ceux qui vont prendre les autres moyens de transport. On aurait pu avoir une carte de transport remboursée à 100% et plein d'autres moyens comme ça. La mise à disposition de plus de bus ou de transports, ça inciterait plus les gens à prendre les transports. Parce que c'est bien beau de pouvoir prendre le train, il y a plein de quand on arrive à la gare et que le train est déjà bondé à 7h du matin, ça incite pas les gens du tout à prendre le transport en commun. Il y a plein de solutions qui peuvent se mettre en place. Par exemple, un exemple typique, on ne va pas rentrer dans le détail là, pardon François, mais typiquement, par exemple, pour le covoiturage, une des solutions, c'est qu'il y a une voie très rapide si vous êtes en covoiturage. Et donc, vous mettez 2-3 fois moins de temps, vous n'êtes pas dans les embouteillages si vous partagez une voiture. Réservée sur les... Et ça, c'est du temps gagné, c'est du temps de qualité, vous rentrez plus tôt chez vous, vous avez plus de temps le matin avec vos enfants, etc. Tout ça, c'est des solutions concrètes. Et c'est vrai qu'il
faut qu'elles se mettent en place. Et c'est vrai que c'est un peu décalé dans le temps. On ne peut pas les mettre comme ça du jour au lendemain en place. Mais dans ce cas-là, qu'on ne demande pas aux gens de payer davantage sous prétexte qu'on a besoin de temps pour mettre quelque chose en place. Oui, surtout qu'il y avait beaucoup de personnes qui vont travailler de nuit, qu'on leur pousse à aller chercher, ou qui habitent dans des milieux où même les bus, on voit, on habite assez éloigné de Paris, les bus, même les transports en commun pour aller à Nangy de Melun, on est obligé de repasser par Paris forcément. Il y a des choses toutes bêtes comme... C'est plein de choses. Hein. Non, mais Voilà, tout ça, il faut le repenser. Il y a des choses Donc, toutes du coup, bêtes. les gens sont obligés d'être punis par rapport à ça. Ouais, un exemple tout bête, pareil, imaginons on vient de Seine-et-Marne, qu'on va travailler habituellement en train, etc. Moi, c'était mon cas pendant longtemps. Et à un moment donné, voilà, on voudrait rester un peu plus sur Paris. Voilà. On se dit, on va prendre le train, comme d'habitude, mais non, parce qu'au retour, il n'y aura pas de transport. Donc, je vais prendre ma voiture. Il y a beaucoup de personnes qui prennent leur voiture par défaut, parce que le train, c'est plus agréable quelquefois. Alors, ça ne fonctionne pas très bien, parce que voilà, comme vous dites, il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de Paris parce que c'est trop cher et qui veulent aussi une meilleure qualité de vie, parce que voilà, en zone plus reculée, on respire un peu mieux et qu'il y a plus de verdure. Mais du coup, comme il y a un grand nombre de personnes qui ont été habitées un peu plus loin, du coup, il y a beaucoup de personnes qui prennent les transports, sauf que l'infrastructure de transport n'a pas suivi. Donc, on est coincé le matin entre 6h et 9h et c'est bondé, et pareil le soir. Vous prenez le train à Melun, non? Vous n'allez pas prendre le train à Melun? Et Savigny-le-Temple. Oui, je sais. Non, ça me fait perdre du temps. Même si j'allais à Melun prendre celui qui est direct Paris, bah, le temps d'y aller, d'attendre, etc. Même les directs de rester dans l'omnibus. Les directions de blindés, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui restent sur Paris parce que c'est une ville sympa et que voilà, on reste après le boulot. Et ben tous ces gens-là, et c'est une grosse partie de personnes, parce que vous les voyez après rentrer tard le soir des fois en train, mais il y en a d'autres qui rentrent plus tard et qui prennent leur véhicule le matin parce qu'elles savent que le soir il n'y aura pas de train. Et c'est une population qui aurait pu ne pas prendre de voiture s'il y avait des transports en commun qui restaient là-dessus, il y a tout à qui étaient proposés plus tard. Il y a tout à faire. Il y a tout à construire. Il y a déjà beaucoup qui a été fait, mais comme vous mais... dites, il y a eu des endroits où ça a eu tellement de succès que les trains sont bondés, etc. Mais on investit, c'est pareil, on investit énormément en Ile-de-France, notamment. Là, c'est très fort en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres régions, pour augmenter les transports en commun. Mais dans ce cas-là, il faudrait développer les... Après, le problème, c'est que là, on s'arrête. C'est pareil, ça se fait pas avec de l'argent qui tombe du ciel. Ouais, mais dans ce cas-là, il faudrait aussi se focaliser sur les connexions interbanlieues. Paris Express, par exemple. Bon, il faut bien le financer. Il y a les collectivités locales qui interviennent sur le transport. Les connexions interbanlieues sont aussi catastrophiques. Oui, c'est justement un des sujets. Vous avez peut-être vu tout ce qu'on appelle le Grand Paris Express, c'est des boucles en fait. C'est plus d'avoir uniquement des lignes qui vont desservir le centre de Paris, mais c'est d'avoir des liaisons interbanlieues. Il y a des tramways, il y a des métros et il y a des trains. Après, ça se fait pas en un jour. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent être confrontés au problème maintenant, alors que la réalisation du train, c'est peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Mais il y en a déjà qui ont été faites. Et c'est toujours pareil. Il faut quand même avoir, parce que si on se contentait de faire payer le prix aux gens, parce que vous disiez les transports en commun peuvent apparaître trop cher, etc. Ils sont déjà très subventionnés. Donc c'est vrai que si on le faisait payer, là les prix seraient plus du tout les mêmes. Donc c'est vrai que les recettes qu'il y a, c'est notamment les taxes. Après, on trouve que ça fait trop de taxes aussi. En l'occurrence, ici, on parle de transition. Voilà, c'est l'objet de la pétition, donc forcément, voilà. Mais voilà, c'est vraiment plus global. Ah oui, que ça. C'est une partie infime. Oui, on a compris. Donc du coup, effectivement, les gens... Là, les remontées que vous avez des gens sont en fait sur bien d'autres sujets que la question des taxes sur les carburants. Ça fait, c'est le reproche qu'on a en fait. Par exemple, c'est pas pour aller travailler le matin, quoi. Donc ça veut dire que c'est par rapport au niveau des retraites. Je suis sûr que même qu'il y en avait beaucoup de personnes qui étaient là où le carburant les touchait pas forcément. Ah oui. Ils se sont en fait retrouvés dans ce mouvement parce que c'est un mouvement de mécontentement et de protestation par rapport au coût de la vie ou par rapport les gens, voilà, toute cette partie de la population qui s'en sort plus du tout. Plus des revendications plus larges sur... je pense qu'il faut aller au-delà du fait que les taxes sont obligatoires et tout ça. Il faut aussi penser aux gens qui ne peuvent plus vivre à cause de tout ça. Je sais très bien que les taxes c'est obligatoire, ça paye plein de choses et tout ça. Mais il faut se rendre aussi compte qu'il y a des gens qui ne peuvent plus du tout vivre. En fait, et c'est vraiment les taxes de trop, là, on est vraiment à une limite, et on sait que ça va continuer, et c'est... Peut-être une façon il faudrait réfléchir peut-être à une manière différente de fonctionner, parce que j'ai l'impression qu'il y a un mécanisme qui est là depuis des années, mais qui fonctionne plus, tout simplement. C'est comme aller dire aux gens que tous les avantages que touche un président à la fin de son quinquennat sont bien par rapport à la crise actuelle. Il y a plein de personnes qui le pensent que c'est pas du tout de circonstance d'avoir de tels acquis en fin de mandat.
été réduits aussi beaucoup, mais c'est vrai qu'après, je comprends. Mais pas assez, parce que qu'en les plus, gens- on le sait, du coup, que c'est vraiment pas une loi, c'est vraiment quelque chose qui a été donné à titre. Oui, encore, en tout cas pour les derniers présidents en date, que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy, c'est des moyens qui ont été réduits. Qui existent Pour les gens, quand même, c'est hein, vraiment pas c'est indispensable sûr. d'avoir tous ces. Quand on regarde dans les Non, autres pays, en Finlande ou quoi, c'est vraiment. Il y a vraiment quelque chose de solidaire avec tout ce qui est gouvernement, tout ça. Il y a beaucoup moins de. Le gouvernement est plus petit. Une fois que le président a fini son quinquennat, il rend tous ses avantages et il vit comme quelqu'un de lambda, quoi. C'est ce que les Français attendent aujourd'hui. C'est vraiment qu'eux, ils sont dans la crise et ils voient qu'en haut, on vit bien, alors qu'eux sont obligés de faire des efforts alors qu'ils ont déjà plus rien pour vivre. Et c'est ce qui ressort de partout. C'est vraiment le constat général. Globalement, c'est ça, c'est la solution de taxer avant de réfléchir à autre chose. On a besoin d'avoir sa voix qui compte. Et sur la question de dire, de participer à des débats locaux, vous pensez que ça va intéresser certains ou Alors, pas effectivement, le permis de 3 mois, c'est clairement l'échantillon. Enfin, le besoin, il est constant. Enfin, Ah oui, oui, En fait, voilà. il faudrait que ça dure Exactement, 4 ans. que ce soit toute la durée d'un mandat. Enfin, quand je dis la durée d'un mandat, que ce soit quelque chose Permanent. qui soit permanent. Après, on peut aussi se dire, j'en sais rien, mais qu'il y ait des instances permanentes. Et puis, sur certains points particulièrement importants, comme la fiscalité, etc., des consultations plus... Mais Après, vous la êtes prêt question à venir exprimer effectivement vos attentes, formuler des propositions dans le cadre de ce qui sera organisé dans les territoires, parce que le président de la République a annoncé une démarche qui était décentralisée. Je sais pas pour Eric, mais moi, si j'ai pas été choisi pour, non. Je veux dire, Qui va vous choisir justement, si jamais vous organisez, je sais pas comment ça s'articulera pour les 3 mois. Est-ce que imposer à un citoyen, ce sera pas mal vu, etc. Déjà, nous, le fait qu'on soit là, on n'a pas forcément légitimité à être là. C'est parce que voilà, on a créé une pétition et un mouvement qui se sont rejoints au même moment et qui ont lancé quelque chose de plus global. Mais voilà, ça pourrait être n'importe qui d'autre. Donc, par exemple, vous apprécieriez qu'il puisse y avoir un mécanisme de tirage au sort du citoyen, Voilà, quelque chose, comme quelque ça. chose de plus démocratique et qui. Et que vous organiserez vous-même, puisque... Pour les 3 mois, non, ça a été annoncé par le gouvernement. Ça. D'accord. De toute façon, pour les réunions, enfin, on n'a pas encore totalement défini exactement le déroulé, mais on est plutôt sûr que ce soit ouvert à tout le monde. Hein. Ce serait pas uniquement des gens, etc. Les gens seraient invités, puis après, les citoyens qui voudraient y participer, qui viennent s'exprimer. Comment vous voyez la suite? Parce que je pense que vous y avez réfléchi, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous, la suite, non. En fait, on est juste là pour apporter un message. En fait, on n'est pas là pour prendre de décision à la place justement de tous les gilets jaunes. On est juste là pour voir ce que vous avez à proposer et leur redonner ce message-là. Mais ce sera pas nous qu'il faudra convaincre pour tout ça. Nous, on est juste là pour. Vous pouvez pas nous recevoir à 2 millions ici, donc forcément, c'est ça le problème. Non, Mais après, moi, je veux bien faire un autre échange avec un peu plus de personnes, hein, c'est évident. Là, il se trouve que, par exemple, ils ont appelé en disant, moi, je suis gilet jaune, je vais être reçu. Bon, en fait, là, nous cette délégation, on l'a fait un peu dans la précipitation pour vraiment avoir quelqu'un qui retranscrire le message. Mais nous, ce qu'on aimerait bien, ce qu'on va mettre en place par la suite, c'est des représentants par grande région et qui soulèvent un peu les demandes de chaque région. Parce que nous, on ne pourra pas décider tout ça. Il faut vraiment qu'on est en train de mettre ça en place parce qu'il y a beaucoup qui se demandent qui sont ces personnes qui sont venues aujourd'hui, quelles sont leurs légitimités. Mais nous, on est juste là pour retranscrire le message et on espère qu'après, de toute façon, ça va se mettre en place. On pourra témoigner, vous avez retranscrit beaucoup de choses que vous avez. Mais après, c'est tellement différent par région et par. Donc, du coup, nous, on attend des représentants par chaque région. Et ça veut dire que vous l'avez transformé un peu en mouvement, justement, dans la durée ou, pour l'instant, c'est parti pour. Ouais. Oui, vu ce qui est proposé, vu ce que les gens attendent, c'est sûr que ça va pas s'arrêter. Ce que dit Eric, c'est que là, on n'en a pas parlé, il en parle maintenant. Mais effectivement, là, on parle de gilet jaune. Bon, c'est le code couleur de la manifestation, c'est pas tellement important. Mais les personnes qui sont dans ce mouvement-là sont en train, aujourd'hui, de s'organiser, comme il disait, par région, département, pour se faire entendre. Et c'est à leur propre initiative. Enfin, vous voyez un petit peu le mécanisme. Et nous, l'image que nous renvoie tout ça, parce que du coup, on n'a pas qu'une vue sur les médias, on a une vue aussi par les réseaux sociaux et par Facebook et par plein de trucs. L'image que nous renvoient les médias, c'est que le mouvement est en train de faiblir. Alors que moi, j'ai rencontré des gens, je suis routier, je m'arrête des fois à des points de blocage. Les gens ne sont pas prêts de lâcher, ils sont là 24/24. C'est vraiment une famille qui s'est formée par rapport à ça et les gens ne veulent pas du tout lâcher. Je crois qu'ils n'auront pas gain de cause. J'ai pas l'impression que les samedis ou les jours de manifestation vont se réduire. Et en fait, plus on attend, justement, plus la tension s'élève. On a senti, enfin moi, personnellement, ayant lancé la pétition il y a 6 mois, j'ai clairement vu le pic
de colère. Parce que les gens ne se Vraiment sentent pas grave. entendus, quoi. On attend, ça fait déjà presque... La première manifestation, elle a commencé il y a 12 jours, mais le phénomène avait bien commencé avant. Et en fait, les Français ont une impression qu'on regarde comment ça va se passer, on espère que ça va s'éteindre. Et ça ne s'éteindra pas. Donc, le problème est là, en fait. C'est que le gouvernement met trop de temps à réagir par rapport à ça. Ça aurait déjà pu être consommé bien avant. Mais sur quel point, du coup? Bah, sur tous les points qu'on a là. Enfin, déjà, initialement, sur la pétition, je pense que est-ce que ça aurait pris cette ampleur si j'avais eu un retour? Pas certain. On met un retour sur le fait de dire on arrête La politique Starbucks d'augmentation, sur ouais, les- tout à fait. sur les carburants. Une petite question, vraiment, le prenez pas du tout, mais il n'y a aucun jugement, c'est vraiment une question. C'est pour qui sont autour de la table ont l'habitude de m'entendre dire, moi je viens du Vaucluse, qui est, vous savez, un département qui était peut-être, vous savez, quand même très tenu par le FN, c'était là où Marion Maréchal Le Pen était élue. Et je vois qu'il y a deux types un peu de mouvements. Il y en a un qui est très soutenu par le Front National et il y en a un pas du tout. C'est vraiment spontané, c'est vraiment les gens, etc. Et vous, dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que parfois il y a une récupération politique? Est-ce que ça marche? Alors, j'entends votre défiance vis-à-vis des partis politiques. Oui, parce que de toute façon, ce serait la cause d'un parti politique. Il n'y aurait pas autant de personnes concernées aujourd'hui. Après, c'est tous les citoyens qui fassent partie de tel parti ou de tel parti. Ce qui rejoint tous les gens aujourd'hui, c'est le fait qu'ils soient citoyens. Donc forcément, leur passé, ils ont tous un passé, ils ont tous... certains, ils sont apolitiques, d'autres ont eu un parti politique à une partie de leur vie, mais le point qui se ressemble, c'est que tout le monde est citoyen. Donc du coup, c'est ça qui rassemble tout le monde, oui. Et moi, j'ajouterais que effectivement, il y a des personnes qui sont issues de partis politiques qui nous ont approchés tous les deux, qui sont très actifs, très déterminés à vouloir récupérer le mouvement, alors qu'il n'y a pas quelque chose à récupérer. Je veux dire, on n'est pas dans une guerre de partis, ce sont des personnes citoyennes qui doivent simplement se faire entendre. Et c'est assez fatigant d'avoir à rejeter ces personnes systématiquement et d'avoir à constater qu'en fait, il y a des personnes qui servent leurs intérêts professionnels, qui se servent du mouvement pour leurs intérêts professionnels. Et ça, c'est assez fatigant parce qu'on se bat contre ça tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est exténuant. Et ça se dit. Oui, ça je comprends, de toute façon. Mais après. Mais ce mouvement-là plaidera pas la cause d'un parti politique ou un autre. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est ce qu'ils cherchent à faire. Non, après, la seule question, c'est est-ce qu'il voudra se transformer en mouvement politique? Mais bon, ça, non, la seule chose ici, là-dedans, que je vois qui se rapproche de ça, c'est cette fameuse assemblée citoyenne. oui, c'est ça. Ouais. C'est pas un parti, il ne parle pas de créer un parti ou quoi que ce soit, il parle surtout d'avoir une voix, mais de l'avoir clairement au sein du gouvernement, mais sans que ce soit un parti. Il n'y a pas cette volonté-là d'aller vers un parti. Non. C'est vrai que la défiance vis-à-vis des partis politiques, on la découvre pas. Hein. On sait bien que depuis des années, voilà, en effet, Emmanuel Macron a été élu aussi, on peut dire, en dehors des partis politiques. Il a créé son mouvement, mais à peine un an avant les élections. Après, c'est la question, par exemple, de dire on va faire des référendums ou on va faire des assemblées citoyennes, pourquoi pas. Bon. Après, si c'est une assemblée quand même élue, bah après, il y a bien des gens qui se présenteront, ils se présenteront avec des idées, ils se mettront ensemble, mais bon, ça finira quand même très vite par ressembler aussi à des partis, ce qui est normal, enfin, des mouvements, etc. C'est que des... Après, la façon dont c'est appliqué, après, c'est plus le fait, le fond qu'on aimerait que chaque personne, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui veut être mis en place, que les gens aient le droit de parole là-dessus, aient le droit de dire oui ou non, ou trop de taxes, ou que chaque citoyen ait vraiment son mot à dire sur tout ce qui se passe, en fait. C'est le souhait de tout le monde, quoi, que ça change une bonne fois pour toutes et que ça soit vraiment un global de citoyens qui accompagnent. J'avais déposé des propositions pour faire plus de référendums. Mais je pense que pour la suite, c'est... Après, on ne peut pas en faire sur tous les sujets, il faut être honnête aussi. Oui, parce que... Et par ailleurs, c'est pas parce qu'on en ferait sur tous les sujets que les problèmes se régleraient comme par enchantement. Parce que les gens ne seraient pas tous d'accord. Alors, ils ne seraient pas tous d'accord, mais ils auraient quand même... Vous en souvenez peut-être pas, parce que c'est pareil, vous étiez peut-être pas encore en âge de voter, mais le référendum sur l'Europe en 2005... ça a divisé la France complètement. C'est pas pour ça que ça a tout réglé. Hein. Ah, mais je pense pas que les gens, ils ont conscience. Je pense que forcément, lorsqu'on a quelque chose à proposer, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais c'est simplement qu'ils aimeraient être consultés. Non, mais ça, moi, c'est vraiment un besoin assez basique en fait. Hein. Après, je pense qu'il y a d'autres formes. Enfin, il faut justement essayer d'inventer des formes diverses et variées de consultation pour pouvoir donner son avis.
le référendum n'est pas la seule solution, quoi. Mais bon, parce que le référendum, normalement, c'est pas un avis, hein, c'est une décision. Et puis c'est par oui ou par non. Et puis si on fait des référendums sur les taxes, on peut être à peu près sûr que tout le monde dira non. Bon. Sauf les taxes qui ne concernent pas tout le monde. Bah, ça dépend. Je veux dire, ça dépend. Dans les pays, les personnes qui ont payé des taxes. Moi, en tout cas, j'ai pas vu dans ce que En fait, j'ai on aimerait reçu. que ça soit à l'échelle du salaire de chacun et des revenus de chacun. Il faut vraiment. J'ai jamais vu, hein, moi je sais pas pour toi, mais j'ai jamais vu de témoignage ou de proposition qui allait dans le sens de on veut pas payer de taxes. Jamais, on Oui, veut non, pas c'est payer ça. d'impôts. De dire, Enfin, même pas celle qui augmente, c'est voilà. une façon de le dire. ben oui, mais je veux dire, quand on paye déjà, en l'occurrence, comme là on parle des 60% sur l'essence, quand on paye déjà plus de la moitié, on peut s'imaginer que ça commence à devenir un peu beaucoup. Il y a peut-être un seuil aussi où on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Les gens là qui manifestent sont pas là pour. C'est pas des gens qui sont anti-riches. Nous, on souhaite que le bonheur de tout le monde au final. Mais on aimerait plus que du coup les gens qui touchent beaucoup moins soient laissés plus tranquilles que ceux qui vont toucher un certain salaire. La hausse du carburant, on ne parle pas une personne comme nous, comme une personne qui va toucher 10 000 euros par mois. Là-dessus, on est d'accord. Mais les gens se sentent plus lésés parce que ça les touche plus eux à leur porte-monnaie. Et du coup, à la fin du mois, ça se ressent plus pour ceux qui touchent moins que ceux qui touchent plus. Donc ça punit vraiment le foyer modeste ou le foyer qui se trouve tout en bas. Et ça, c'est vraiment le ressenti de tout le monde. On demande plus une équité en fait dans toutes ces taxes que de payer la taxe en elle-même. On n'est pas contre les taxes, mais que ça soit à l'équivalent du salaire de chacun, quoi. Il faut vraiment qu'à la fin du mois, il reste. La TVA, etc., c'est difficile de le faire au prorata du salaire. En plus, on n'est même pas là pour dire oui, on aimerait plus de pouvoir d'achat. On est juste là pour vous dire on aimerait juste vivre en fait. Il est juste là le constat. Il y a certaines personnes qui ne peuvent plus du tout vivre. C'est même pas une question d'acheter plus ou moins de télé par jour ou de pouvoir se faire des cadeaux à la fin du mois. Les gens n'en sont même plus là. On est obligé de se restreindre sur les sorties, sur les vacances, tout ça. J'ai une question par rapport à la taxe sur le carburant. Elle est soumise à la TVA? Il y a la TVA qui fait aussi partie des taxes sur le carburant. Et ça, est-ce que c'est normal qu'il y ait du TVA sur une taxe? Ce qu'on fait sur une taxe, c'est qu'il y a un bouquet de taxes sur Dont la les TVA. carburants. Vous savez, tous les États du monde, une de leurs ressources financières principales, c'est les carburants. Et c'est aussi la TVA. Parce que quand même, ça coûte très très cher, hein. Il faut payer les écoles. Moi, j'ai habité aux États-Unis. Ils payent un peu moins de taxes que nous, pas énormément moins, mais ils en payent moins. Et si vous saviez le coût de l'école, c'est 20 000 euros par an. santé, La santé. Ouais, mais Il y a bien des sûr. gens, ils meurent chez eux seuls parce qu'ils n'ont même pas de quoi se Et payer bon, une on n'y est pas. ambulance. On n'y est pas, mais je veux dire, tout ça en France, c'est la beauté de notre système. Après, bien sûr qu'il fallait le modifier, etc. Vous avez raison sur plein de points. Mais Non, mais c'est bien que ce point de vue-là s'exprime, de toute façon. Enfin, moi, je pense, et c'est aussi pour ça, moi, je trouve ça bien qu'il y ait des endroits, des moments, puis après, le mouvement, il fera ce qu'il voudra. Ça, c'est les citoyens qui se sont mobilisés, qui décideront s'ils ont envie d'aller au-delà. Et d'ailleurs, s'ils se confrontent un jour aux élections et tout ça, ils verront aussi. Hein. Moi, je le dis tranquillement, et c'est pas du tout pour dire, mais voilà, c'est pas à ce moment-là, on se rend compte aussi que c'est pas facile de convaincre les gens. Ah bah oui, C'est plus certainement. facile de se rassembler contre quelque chose qu'ensuite de se rassembler pour. Hein. Et quand on cherche à se rassembler pour, on se rend compte qu'on est moins nombreux parce qu'il y a toujours des gens qui ont plutôt tel avis, plutôt tel Ah autre, mais etc. oui, mais on le voit là depuis tous les jours, hein, depuis, ça se voit. C'est la vie, c'est humain. C'est pas, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, c'est vrai que moi je fais de la politique depuis un certain temps, mais la question de dire les politiques, il faudrait des gens, mais il faudrait des élus, des citoyens, mais qui ne seraient pas des politiques. Enfin, les citoyens, à partir du moment où ils s'engagent, ils deviennent entre guillemets des La politiques. frontière est fine parce que entre tant de questions politiques, on est par défaut un petit peu politique. Mais bon, c'est l'idée de dire la profession en elle-même. Si on est vraiment déclaré comme étant affilié à un parti et qu'on travaille pour ce parti, c'est plutôt ça qui est contesté. Enfin, contesté. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est plutôt ça qui est. On se méfie plutôt de ça parce que les intérêts collectifs du parti des fois ne vont pas dans le sens forcément du citoyen pour tout le monde. Du coup, on met et les politiques qui sont engagés sérieusement et sincèrement, on les met dans le même sac que ceux qui ont d'autres intérêts. Et du coup, ceux qui ont d'autres intérêts malsains, nous, on les côtoie là quotidiennement depuis qu'on a lancé le mouvement. Et là, on les voit de plus en plus. Et du coup, sur le terrain, en manifestation, comme on est confronté directement à ces personnes-là, du coup, ça n'alimente que plus la méfiance. Du coup, donc ça va pas aller en s'arrangeant, quoi. Non, mais qu'il y ait en effet des espaces de débat et que ça débouche sur quelque chose. Enfin, nous, après, c'est ça qu'on souhaite, parce que si c'est juste pour discuter et débattre, à un moment donné, ça va générer de la frustration aussi. Ils vont dire, on s'est mobilisé, on a fait des propositions, mais bon. Puis après, c'est quelque chose comme la là, il faudrait en effet plus que 3 mois
de discussion, c'est réformer la Constitution, etc. Bon, c'est pas interdit. Il y a hein, un il y certain avait nombre des de choses qui étaient processus. sur la table, sur la question des mécanismes d'interpellation citoyen. Ah oui, quand vous Dans le disiez cadre une de la pétition révision qu'à partir d'un constitutionnelle. certain niveau, c'était intéressant ce que vous disiez, une pétition à partir d'un certain niveau, que y ait une réponse quand même. C'est exactement moi ce que j'avais proposé à l'Assemblée. J'avais dit, dès qu'il y a tant de milliers, enfin, on avait dit 50 000 personnes qui signent tel type de réponse, 500 000 et 1 million. Et là, à chaque fois, ça oblige les députés, par exemple, à répondre, à faire ou à faire une proposition, et ainsi de suite. Après, ça c'est vrai que tous les politiques n'en veulent pas, tous les citoyens non plus, d'ailleurs. Mais c'est assez normal, c'est le débat. Non, mais c'est intéressant. D'ailleurs, ça déborde beaucoup la question des carburants qui pourrait être un sujet à un moment donné. Dont on voit bien qu'il est difficile d'ailleurs de le délier complètement du reste. D'ailleurs, si j'ai bien compris, c'est pas non plus un débat sur la question de lutter contre le dérèglement climatique, où sans doute tout le monde est plus ou moins d'accord. Mais après, sur les moyens qu'on a pour le faire. Ok, bon, bah, écoutez, moi je sais pas si vous êtes intéressé qu'on vous, au moins qu'on vous recontacte ou qu'on vous redonne des informations sur la suite. Alors déjà éventuellement sur des éléments, des questions qui ont été posées. On laisse un exemplaire. Alors après c'est très. Et puis On a pris une note aussi de certaines demandes sur les carburants alternatifs, sur la prime à la conversion, sur tout ça. Oui. Voilà, après c'est pas. Ça pourrait être mieux rédigé, mais bon. Non, mais c'est bien. Vous avez déjà fait ça au pied levé, et donc moi je vous remercie vraiment d'avoir accepté ça. Et ensuite, sur la suite des débats qu'on pourra organiser, etc., c'est pareil, on vous donnera l'information. Si vous voulez qu'on en reparle sur la façon de le faire, un peu, parce que dans le fond, c'est un peu l'idée des assemblées citoyennes d'ailleurs. Moi, je ne dis pas exactement la même chose, je ne sais pas, mais moi je réfléchis, on n'a pas. Est-ce que les citoyens peuvent être tirés au sort, y compris par exemple, ça c'est pas tellement su parce qu'à l'époque ça intéressait pas les médias, mais dans le cadre justement de la politique sur l'énergie, il y avait eu 400 citoyens tirés au sort, parmi des milliers qui avaient été, pour qu'ils soient à peu près représentatifs, mais en même temps ils étaient tirés au sort, ils n'étaient pas élus, ils n'avaient pas fait de campagne, ils appartenaient à aucun parti, et ils donnaient leur avis et ils travaillaient, alors je ne sais plus s'ils ont travaillé plusieurs jours, en tout cas il y a eu un jour, moi je les avais accueillis à l'Assemblée, ils ont passé toute une journée à discuter justement de ces enjeux de la transition énergétique, vraiment sur l'énergie. Et d'ailleurs, une des choses qu'ils avaient fait ressortir dans leur avis, c'était qu'il fallait que ce soit aussi solidaire que possible. Ils étaient pour, mais ils voulaient qu'il n'y ait pas des gens qui soient pénalisés parce que leur situation de revenu, parce que... Et pourquoi pas ces citoyens les ressolliciter maintenant en disant est-ce que vous êtes prêts à participer à des débats? Il n'y a pas que les élus, il n'y a pas que nous les ministres ou que les syndicats, etc. Parce que j'imagine que les syndicats, je ne sais pas si vous êtes vous-même syndiqués ou autres, ne sont pas forcément beaucoup plus populaires que les partis politiques dans un mouvement de ce type-là. Tout à fait. Et en même temps, ils peuvent avoir quand même des choses à dire. Enfin, toutes les questions de pouvoir d'achat, de salaire et autres, pour le coup, les syndicats s'en occupent aussi. Nous, le but aussi de ce mouvement-là, qui est principalement pas du tout syndical, c'est justement le fait de ne pas être représenté par une seule personne. Nous, là, on aimerait vraiment que ça soit la majorité des gilets jaunes qui acceptent ou pas les décisions qui vont être prises à l'avenir. Nous seuls ne pourrons pas être... C'est sûr. C'est pour ça qu'après, il y aura des représentants par région et qui tireront le pour ou le contre de tout ça. Ok. Écoutez, je ne retiens pas plus longtemps, si je peux dire, ça doit déjà vous faire des journées assez longues. Et puis par rapport aux autres représentants, s'il y a... On va mettre ça en place. Parce que vous sentez que nous, ce sont Mais concrètement, du coup, il va se passer quoi pour la suite? Nous, Vous êtes flexible. on n'est pas, ça c'est clair, le président de la République, on n'est pas dans l'idée d'annuler la taxe carbone. Donc il y a une petite augmentation qui est prévue au mois de janvier sur les carburants. D'ailleurs, c'est un peu aussi parfois le problème parce que nous, c'est transparent, donc on dit les choses. Quand l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Russie, l'Algérie décident de produire plus ou moins de pétrole et que ça produit des prix plus ou moins hauts, plus ou moins bas, ils n'en débattent pas avant avec les citoyens. Ils le font dans la poursuite de leurs intérêts. Ou quand Trump décide de faire des sanctions contre l'Iran et que du coup l'Iran, qui est un des producteurs de pétrole,
ça risque de faire monter les prix, parce que c'est en partie à cause de ça, hein, au départ que les prix ont monté. Bon, évidemment, ils ne nous demandent pas notre avis à nous avant. Bon, tandis que nous, on fait les choses de façon transparente. Là, en l'occurrence, sur les carburants, on s'en cache pas, hein, c'est 3 centimes sur l'essence et 6 centimes et demi sur le diesel. Voilà, c'est ça qui est prévu en janvier. Et ça, vous comptez pas revenir non, on dessus? n'a pas prévu sauf s'il y avait une forte hausse des prix du pétrole, hein, c'est ce qu'a dit le président, parce qu'à ce moment-là, en effet, il faut pas. Là, ils sont plutôt un peu à la baisse, les prix du pétrole pour l'instant. Mais d'ailleurs, ça se voit quand même dans les stations-service. On est revenu à des prix de 1,45 € ou 1,50 € le litre. Mais ceci étant, ce qu'on cherche, nous, c'est des mesures d'accompagnement qui soient plus efficaces pour répondre aux besoins que vous avez mentionnés d'ailleurs. Et qui seront pas, il n'y aura pas une solution, ce ne sera pas le transport en commun pour tout le monde, ce ne sera pas le covoiturage pour tout le monde, ce ne sera pas le changement de voiture pour tout le monde. Mais voilà, un ensemble de mesures. Et y compris en mettant de l'argent pour permettre de les développer. Sans tout que ce soit des sommes folles, parce que sinon ça finit par coûter plus cher que ce que rapporte les taxes, c'est sûr qu'il vaut mieux arrêter. Et nous, ce qui nous importe, c'est pas de faire rentrer à toute force de l'argent dans les caisses de l'État à travers les carburants ou autres, c'est de conduire cette transformation sur l'énergie et le climat. Ça, les gens ne le voient pas comme ça, c'est ça le problème. Et on en sera convaincu que... Je peux vous dire que dans les pays où le prix du pétrole est beaucoup moins taxé, donc les carburants, notamment les États-Unis, par exemple, moi je suis né à Taïwan, les prix des carburants sont très bas. Bon, du coup, les gens ne font pas du tout attention. C'est plus gros, ce qui consomme beaucoup, et donc c'est sûr que pour le climat, c'est pas bien fait. Oui, mais il faut bien se rendre compte qu'en France, d'ailleurs, leur modèle est catastrophique. il faut bien se rendre compte qu'en France, même si le carburant baissait, même concrètement, les gens n'iraient pas s'amuser à aller rouler plus, tout ça parce que l'essence est moins cher. Les gens veulent juste récupérer de l'économie et du pouvoir d'achat, c'est tout. Je suis d'accord, mais dans l'autre sens, oui. C'est-à-dire que c'est quand même parce que les prix du pétrole ont augmenté ces dernières années, soit à cause des taxes, soit à cause du marché, que les gens cherchent à avoir des voitures qui consomment moins, etc. Et ça, tout un chacun. Je veux dire, c'est pas uniquement, tiens, je vais acheter une voiture neuve. J'achète moi, je veux vous dire, j'ai jamais acheté une voiture neuve. À mon avis, j'ai toujours trouvé que j'avais acheté une voiture d'occasion. Bon, moi, je regardais quand même toujours la consommation. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, pendant pas mal d'années, comme beaucoup de Français, j'avais du diesel. Et pourtant, je savais bien que c'était plus polluant que l'essence. À un moment donné, ça consommait moins, le carburant était un peu moins cher. Bon, on savait que quand on faisait des kilomètres, ça faisait une facture un peu moins lourde. Et qu'est-ce qu'on peut, nous, en sortant d'ici, du coup, on va faire un compte rendu de ce qui s'est dit là. Et ce qu'on leur dit, c'est quoi? C'est qu'on vous a transmis toutes ces demandes-là, qu'en l'état actuel des choses, il n'y a rien qui change. Moi, ce qu'on voulait savoir, c'était vraiment si, par rapport à cette réunion, quelque chose allait être décidé ou changé dans les prochains jours, quoi. Sur les carburants eux-mêmes ou sur là-dedans, sur la totalité, parce que du coup, nous, on sait qu'on est venu ici, qu'on allait principalement nous parler de la transition écologique, mais c'est qu'1% de toute... mais après, moi, j'ai noté aussi votre demande d'avoir une rencontre à un autre niveau, que ce soit avec le Premier ministre ou autre, ça je le transmettrai. Et par ailleurs, sur le fait de dire, mais après, ça c'est à vous de voir, c'est aussi d'en discuter entre vous, si ça vous intéresse ou pas, de participer à ces débats, y compris éventuellement de participer à leur organisation ou pas. Dès que ce sera plus clair sur comment ça va se faire, ça on vous le transmettra, nous on va avancer avec le Premier ministre. On rencontre demain un certain nombre, jeudi, un certain nombre d'acteurs, syndicats, associations ou autres, pour voir quelles pourraient être les suggestions. Mais il faudrait que ce soit justement des formes de participation aussi directe pour que les citoyens qui ont envie de se faire entendre puissent le faire. Non, parce que nous, après, ce qu'on peut vous proposer, c'est qu'une fois qu'on a formé cette délégation avec tous les représentants de chaque département ou de chaque région, c'est notre objectif prochain, on tient vraiment à le faire, c'est de nous rencontrer et de voir à peu près le ressenti de chacun. Parce que c'est surtout ces personnes-là qu'il va falloir convaincre. Ouais, et je pense que je pense que l'état d'urgence, il est vraiment là, parce que là, les gens comptent vraiment avoir un rendez-vous pour chaque samedi, si ça continue. Les gens ne s'arrêteront pas un samedi ou deux samedis, 3 samedis. Ça va devenir... Ça, vous, c'est non seulement votre sentiment, mais votre but. Alors, je dirais pas que c'est un but, je dirais que c'est un sentiment et pas un but, mais... les gens savent très bien que s'il n'y a pas cette chose-là, on n'est pas entendu de toute façon. S'il n'y aurait pas eu ce début de mouvement de Gilets jaunes, on ne serait pas là aujourd'hui à parler autour d'une table. Les gens le savent très bien. Quand on en arrive là, pour être reçu, c'est toujours la même question de l'écoute et du besoin de se faire entendre ou au moins d'avoir une entrevue ou quoi que ce soit.
Oui, vous voulez dire d'en passer par des mouvements Tout à fait. assez spectaculaires. La passerelle est tellement inexistante que effectivement on se dit bon Enfin, bah après, vous auriez, par exemple, avec votre pétition, parce que ça, le fait que les gens fassent des pétitions qui interpellent le gouvernement ou leurs députés, par exemple, parce que c'est quand même les députés qui votent justement les taxes, les impôts, les lois, etc., le budget, ça, je pense que, je ne sais pas si vous avez essayé de rencontrer vos députés dans vos secteurs, mais ils vous auraient reçu. Enfin, je veux dire, le lien se serait fait. C'est quand même ça, normalement, une démocratie avec des députés par rapport à la politique nationale. Hein, au niveau local, c'est le maire et le conseil municipal. Mais c'est quand même ça qui permet de faire le lien entre des citoyens, même parfois individuels, hein, mais sinon qui commencent à faire une pétition, commencent à s'organiser, et le pouvoir politique national. Quoi. non, c'est pas une démarche que j'ai entreprise, non, pas du tout. Je suis passé uniquement par la pétition. Mais vous l'auriez adressé Mais je l'ai- au gouvernement. Quoi. Voilà, je l'ai adressé au gouvernement. Effectivement, comme je disais, j'ai cru naïvement qu'arrivé à un certain seuil, que même s'il arrivait à un certain seuil, c'était pas le ministère qui me contactait, mais comme vous dites, un député, éventuellement. En tout cas, nous, le message qu'on peut vous passer par rapport à tout ce qu'on voit et chaque sortie du président, tout ça, c'est qu'on a l'impression que les gens, et même les gens le ressentent comme ça, c'est que c'est de pire en pire. Quoi. Ouais. En fait, il répond pas par des réponses, il répond par toute autre chose, et les gens sont de plus en plus vexés par ça. Oui, C'est terme vraiment vexé le est pas mal Ah oui. utilisé, ouais. C'est ce qui se ressent de plus en plus. Les gens se sentent vraiment vexés parce que du Méprisé coup, pour certains. même l'ignorance qu'il y a eu depuis le début de cette action des Gilets jaunes, parce qu'elle n'a pas commencé depuis 11 jours, comme on le dit depuis le début, elle a pris quand même pas mal d'ampleur. On n'a jamais eu le soupçon d'un intéressement du président par rapport à ça. Il n'en a jamais parlé. Je suis même pas sûr que dernièrement il l'ait évoqué. Ça, je peux vous dire, pardon. Je suis même pas sûr qu'il l'ait évoqué. J'ai pas regardé ce matin, mais je suis même pas sûr qu'il ait évoqué le mot des Gilets jaunes. Si. Bon, ça devait être la première fois du coup. Je crois pas que ce soit la Est-ce que première fois. non, mais dans l'interview Publiquement. qu'il avait faite sur TF1, Non, il en a Ah, parlé à sur le plusieurs portail reprises. Jean-Charles de Gaulle, Ouais. il en avait parlé Il aussi. en a parlé à plusieurs reprises. Je peux vous dire, même quand il a fait son déplacement dans les Ardennes, enfin dans l'est de la France et dans le nord de la France, à l'époque, on commençait tout juste à en parler de ce mouvement Gilet jaune, puisque c'était début novembre, avant le 11 novembre. Eh bien, quand nous on s'est vu à Charleville-Mézières, donc dans les Ardennes, le mercredi, mais on s'est revu après le mercredi d'après, il en a parlé, évidemment, il en était conscient. Et au-delà du fait qu'ils soient interpellés éventuellement par des gens directement, dans les discussions, dans les échanges, il y a la question du prix des carburants, la question par ailleurs de la difficulté à boucler les fins de mois, etc. Il en est parfaitement conscient. Après, moi je peux comprendre que les gens, dans ce qu'on dit ou dans les médias et tout ça, ne le ressentent pas forcément comme une prise en considération. Parce que nous, en plus, le C'est regard dommage qu'on a parce là-dessus, que c'est elle est là, la prise les en gens, ce qu'on a considération. l'impression, c'est que vraiment tout est fait pour énerver de plus en plus les gens, que ce soit la considération du président, que ce soit la fermeté du ministre de l'Intérieur par rapport à toutes ces manifestations. Parce que nous, le ressenti qu'on a par rapport à samedi dernier, c'est vraiment la fermeté qu'a eu le ministre de l'Intérieur avec cette manifestation dès le matin d'arriver. Ça a été vraiment très mal vécu. Il n'y a pas eu de casseur de l'extrême droite ou je ne sais quoi qui a commencé à casser. C'est vraiment comment ça s'appelle, la fermeté des CRS et tout ça qu'on provoquait tout ça au final. Ça aurait été une marche beaucoup plus pacifique. Je suis sûr que des casseurs, on aurait pu les compter même pas par dizaines, Ce c'est que tout. vous auriez souhaité, c'était quand même faire une manifestation dans Paris. Place de la Concorde, en fait, le principe de cette manifestation, c'était vraiment de se rapprocher du pouvoir et de se faire entendre. Nous, là, on a vu à cette manifestation des papiers et des mamies prendre des pavés. Parce qu'ils en avaient marre de prendre du gaz lacrymogène toute la journée de 8h à midi. Dès le matin et en plein Même moi, champ je suis avec de ma la mère République. et ma femme sur le truc, ils ont fini les yeux boursouflés partout. Et les premiers dégâts n'ont pas commencé dès le matin. Certainement pas. Ouais. Ils ont commencé vers midi, 13h, et c'était au bout de 4-5 heures de gazage. C'était vraiment énorme, quoi. C'était vraiment trop. Vous avez quand même le sentiment que dans ces manifestations, il y a des gens qui ont pu s'infiltrer en Ça, ayant c'est la certain. volonté Beaucoup moins de que ce qu'on entend. s'attaquer à la C'est police c'est ou de certain, mais casser c'est des pas le choses, cœur ou pas. du. C'est certain, mais c'est pas le cœur du. Par exemple, le ressenti qu'on a eu toute la matinée, c'est que les gens ont incité les policiers à les rejoindre dans leur mouvement. Oui. Ça a été répondu. Oui, non mais c'était le premier message de la journée, c'est la première partie de la journée. Oui, on le sait très bien. Même s'il y a un syndicat Non mais de pour vous policiers, dire qu'ils sont arrivés avec un état Voilà, ils sont pas arrivés de hostiles, pacifisme. quoi, c'est ça. Ils ne sont pas arrivés agressifs dès le début. Ils ont demandé à ce que ça se passe bien, qu'on nous laisse passer et tout ça. C'est le déroulement de la journée qui a créé tout ça. Mais de toute façon. Après, on sait très bien que les médias veulent vraiment du sensationnel. Donc du coup, ils vont pas vraiment
comme pour le nombre, comme pour tout ça. Donc, Mais effectivement, des casseurs, il y en aura toujours, et des personnes infiltrées. Et d'ailleurs, moi, mais je suis allé beaucoup moins voir- que ce qui se dit. Quoi. Moi, je suis C'est allé pas- voir les CRS, je suis allé leur parler, et je leur ai dit, voilà, quand on est au sein de manifestations et qu'on identifie ces personnes comme des infiltrés, des casseurs, en tant que manifestant, quand on est là, on les voit. Je veux dire, c'est des gens qui, de toute façon, au bout d'un moment, même si le but de s'infiltrer, c'est d'être discret au départ, forcément, au bout d'un moment, les projecteurs s'allument, parce qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Et donc, quand on est CRS, on détecte ces personnes en plus, c'est leur métier. Donc, ils savent très bien détecter les perturbateurs, et ils pourraient les neutraliser rapidement, parce qu'ils étaient en très grand nombre à Paris. Et moi, quand j'ai discuté avec les CRS, ce qu'on m'a C'est dit... très dur. Hein. Bah, Parce qu'à partir du moment où les gens sont disséminés, mélangés de manifestations. ouais, mais bon, je veux dire, c'est quand il y a très, 4 ou 3 personnes qui agitent et puis vous avez des gens, des centaines de personnes qui chantent la Marseillaise, mais que vous gazez tout le monde, c'est très limite quand même. On n'est pas là après pour défendre les casseurs, et on n'est pas là non plus pour défendre la fermeté des CRS. C'était vraiment un tout cette journée-là. Enfin, voilà. Et vous avez trouvé que c'était trop. C'était très hostile dès le départ. Trop dur. Ouais. Très hostile. Ça a commencé dès le début de journée à Ouais, c'était vouloir certain. encercler les gens au milieu des Champs-Élysées, et ça a pense commencé qu'il y à avait- créer des Je tensions pense qu'il y énormes avait dès une le vraie début. volonté de dégager la place. Voilà. Même les gens se sont sentis directement enfermés dès le début de la journée. Et là, la semaine prochaine, enfin samedi qui vient, du coup, il y a un nouvel appel du même Oh, on n'a type, même, vous savez. même pas eu besoin de s'en charger. C'est les gens spontanément sont prêts à revenir chaque samedi. Et il y a Mais, beaucoup de moyens oui, qui mais sont on mis a en eu place pour l'impression ça. que ça avait changé, c'est-à-dire que c'était plus forcément sur les ronds-points, sur les routes, mais plus justement soit dans les villes, soit devant les Ah non, les gens. centres commerciaux. Je pense que là, l'ensemble des Gilets les jaunes ont pour but de logistiques. vraiment bloquer l'économie si ça continue plus loin. Et il y a vraiment une organisation. Centré autour de ça. Ouais. C'est simple. Je pense qu'on ne le voit pas aux infos, mais on a déjà des nouvelles par rapport à ça. On sait que beaucoup de raffineries sont déjà en grève, que des ports sont bloqués, tout ça. Et c'est pas prêt de cesser. Quoi. La presse qui attend devant. Oui, oui. Si vous voulez leur parler, ça c'est vous qui voyez, et je vous laisse. On va repasser par là. Comme vous pouvez. Vous aviez pas les Je ne vais même pas dire au revoir, désolé. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ce serait préférable, je pense. C'est déjà parti. On en parle. Il faut passer du coup des messages aux Gilets jaunes. Aujourd'hui, je pense qu'il faut. Ah non, il pleut. T'as pas envie d'y aller, toi. Oh, il pleut et on va rester debout sur la croix, on est en train de leur parler. On n'a pas pris de parapluie. Vous n'auriez pas un parapluie par exemple pour nous rendre? Il pleut pas de fou. Ah, quand même, hein, regarde, ils ont. Non, mais ça se verra pas à l'image. Non, mais c'est pas pour l'image, c'est pour ma santé. C'est pas pour l'image. Non, mais il n'y a pas de souci, on va y aller. Non, mais je vais pas rester trop longtemps debout. De toute façon, c'est Ah, toujours bah, la même ils question. font rien, ils faites pas la pluie et le beau temps. Faut qu'on aille où, non? Il a parlé d'une croix ou je sais pas quoi, non? Bonsoir. On ne voyait pas. Encore un peu, s'il vous plaît. Avancez. Voilà, baissez juste les micros par contre. S'il vous plaît, Baissez les baissez micros. les micros. Laissez-leur à votre place. Oui. Non, mais là, on n'a plus rien. Comment ça s'est passé? Vous êtes resté pas mal de temps finalement. Bah, On se rend pas compte. ouais, non, Qu'est-ce que vous avez demandé? Alors, on a plus rapporté le message de tous les Gilets jaunes aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah non, aujourd'hui, c'est pas question d'obtenir quelque chose, c'était plus de passer un message des Gilets jaunes. Après, ce sera pas nous de convaincre, comme on l'aurait bien expliqué aujourd'hui, ce sera les Gilets jaunes en entier de convaincre. Nous, on est juste des messagers. On est juste là pour établir le premier dialogue, quoi. Et quel message vous avez transmis du coup? Toutes les revendications qu'on a pu un peu collecté. collecter depuis le début de ce mouvement. Ouais. Il y a un certain nombre de personnes il y a un certain nombre de personnes qui ont quotidiennement nous envoient des propositions. Voilà, on n'est pas là pour juger si ces propositions elles sont bien ou si elles sont pas bien. On est là pour simplement en faire part au ministère et en fait on avait la volonté de rencontrer le ministère de la Transition écologique et le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement. Ils n'étaient pas tous présents, mais au moins comme dit Eric, ce sera un premier dialogue et ils ont en tout cas entendu
qu'il y a une colère, qu'il y a une souffrance et qu'il y a un besoin de se faire entendre. Et ce qu'on leur a dit aujourd'hui, c'est qu'il y avait un besoin de travailler sur le pouvoir d'achat par les taxes, par une baisse des taxes en général, et qu'il y avait une volonté de créer une assemblée citoyenne pour que les gens puissent s'exprimer, puissent donner leur avis, pour que leur avis compte, et voilà, parce qu'il y a des référendums qui ne sont pas faits, et les personnes ont le sentiment que leur avis ne compte pas. Et est-ce que c'était le bon interlocuteur? Vous pensiez peut-être être reçu par, vous préfériez être reçu non, par du le tout. Premier ministre ou... Le Premier ministre ou quelqu'un de plus haut, quoi. Parce que là, on avait plus de souhaits que ça correspond pas que à la transition écologique. On était sur un débat beaucoup plus grand. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire au Premier ministre? En fait, ce qu'on a dit au ministère de la Transition écologique, c'est qu'on aimerait qu'il y ait un second rendez-vous. Qu'il y ait un second rendez-vous avec donc le porte-parole du gouvernement ou le Premier ministre, ou les deux, pour pouvoir faire entendre le message de manière plus précise, puisqu'on invitera, si possible, les régions à participer. Oui, d'ailleurs, on aimerait bien profiter de ce moment-là pour justement que toutes les régions se mettent en œuvre pour retrouver des correspondants par rapport à chaque grande région de la France. Parce que nous, là, aujourd'hui, on a fait ça dans l'urgence pour pas que ça soit récupéré par un parti politique ou un syndicat. On a dans le souhait vraiment que chaque grande région trouve son représentant pour pouvoir nous accompagner justement là-dedans. On ne fera rien de plus sans ces représentants-là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Et pour répondre à la question de monsieur, on n'a aucune légitimité, on est simplement des messagers qui font passer des messages. Lorsqu'on lance un mouvement et qu'on reçoit énormément de propositions, on ne peut pas les laisser sans réponse. Et on est satisfait de pouvoir transmettre ces messages-là au gouvernement, mais on n'a aucune légitimité à dire on n'est pas décisionnaire, on n'est pas leader, on est simplement des messagers. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Alors ce qu'on nous a répondu, c'est que ce sera transmis à qui de droit, et qu'on nous proposera un rendez-vous à un niveau plus élevé. Et qu'à cette occasion-là, Eric disait justement que les régions pourraient y participer. Vous avez le sentiment d'avoir été entendu? Alors les propositions en question, elles sont visibles sur les réseaux sociaux et vous pourrez les consulter, il y en a beaucoup trop. Ça concerne notamment la création d'une assemblée citoyenne, pour ce qui concerne la transition écologique, forcément de supprimer la taxe sur la taxe carbone ou la TICPE, et beaucoup d'autres choses qui touchent au pouvoir d'achat. On aura bien expliqué que la transition écologique, c'était vraiment une infime partie de toutes les revendications que les gens ont sur le terrain. Ouais. Et pourtant, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti, mais aujourd'hui, on constate bien qu'il y a... C'était une taxe comme une autre au final, c'était vraiment le surtaxage, c'était la surtaxe de trop en fait. Et est-ce que vous avez justement eu des réponses crédibles, concrètes? Aujourd'hui, moi, le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que non, il n'y a pas de réelle envie d'améliorer le sort des gens. C'est vraiment le profond sentiment qu'on a eu aujourd'hui. Quels ont été les mots du ministre? Alors les mots c'était très vague en fait au final, c'était vraiment on va essayer de faire passer le message, mais sans plus au final. Nous, on a exprimé le ressenti qu'on a par rapport aux sorties médiatiques du président, tout ça, et que les Français ne sont vraiment pas du tout convaincus, même pire. Ça commence à agacer justement tous les gilets jaunes qui sont sur le terrain. C'est un pas en arrière, finalement, aujourd'hui? On a l'impression, oui. Alors, je ne sais pas si on peut dire un pas en arrière. Enfin, déjà, on le fait sortir un peu plus de ses retranchements, donc du coup, il commence à s'inquiéter de ce qui va se passer, mais pas encore assez. Justement, il y a un mot d'ordre pour samedi prochain. Du coup, on voulait en venir aussi là-dessus. Samedi prochain, du coup, est maintenu et ça sera, il y aura le rendez-vous comme samedi dernier aux Champs-Élysées. En fait, le souhait de tous les Gilets jaunes, c'est de continuer chaque samedi comme ça aux Champs-Élysées et après de continuer aussi comme toutes ces personnes qui sont sur le terrain toute la nuit et toute leur journée, qui font un travail de fou. Eux, ils sont là pour la continuité du mouvement. Et le samedi, c'est vraiment plus pour le nombre de personnes qui va se réunir en une seule journée. Mais on a vu ces images quand même à la télé de violence. Est-ce qu'on ne va pas vers les mêmes images encore? Non, comme on expliquait tout à l'heure avec le ministre, c'est que vraiment la fermeté du ministre de l'Intérieur a créé tous ces débordements qu'il y a eu samedi. Tout le fait de 8h du matin à midi d'être chargé par des gaz lacrymogènes ou par les CRS ont créé cette tension au sein des Gilets jaunes. Je suis sûr, moi, on en est convaincu, qu'il y aurait eu beaucoup moins de débordements toute la journée si ça serait passé plus calmement. Effectivement, la manifestation était néanmoins interdite sur les Champs-Élysées. Il faut savoir qu'il y a des... Justement, nous, on n'est pas dans le fait que c'est une manifestation, on est plus sur un mouvement citoyen. Là, on a dépassé le stade de la manifestation depuis bien longtemps. Et quand bien même c'était un rassemblement citoyen, j'ai rencontré moi une personne à la manifestation qui avait déclaré pour sa part une manifestation sur les Champs-Élysées. Il n'a pas eu de réponse. De notre côté, on a envoyé une déclaration de rassemblement citoyen aux Champs-Élysées. Donc voilà, ce ne sont pas peut-être des autorisations, mais ce sont des déclarations. On a prévenu. On a prévenu qu'on allait le faire. Et autre chose, effectivement, en ce qui concerne les violences, quand on constate qu'il y a des personnes qui arrivent pacifiquement, des mères de famille, des retraités, des pères, des jeunes et des moins jeunes, qui arrivent et qui chantent la Marseillaise et qui se font gazer, ce sont clairement des instructions qui viennent du haut.
Est-ce que vous avez le sentiment que le ministre découvrait tout ça, qu'il vous découvrait, qu'il y avait une sorte de décalage en fait? Est-ce que vous l'avez senti? Non, on n'avait pas l'impression d'être découvert, mais je pense qu'à un certain niveau, un certain niveau de colère, ils se sont peut-être dit on va les recevoir. Ouais. Ça arrive que trop tard, puisque je pense que c'est assez critique lorsqu'on arrive à ce niveau-là de se dire on reçoit pas les gens, on communique pas avec eux, et qu'aujourd'hui on se dit voilà, enfin on ouvre la porte, donc c'était une occasion à saisir. Et effectivement, ça s'arrête pas là, puisque c'était pas le bon ministère qui était concerné, mais au moins ça a permis d'ouvrir une porte. Pourquoi toute la délégation n'a pas été reçue dans sa totalité? Pourquoi vous êtes que On a préféré aujourd'hui venir à 2 pour déjà porter le premier message. Et nous, c'est pour ça qu'on incite vraiment chaque région à nommer un représentant, qu'on puisse avancer avec une vraie délégation sur ce sujet-là. Nous, on ne pourra pas tous les deux faire la suite du travail. Il nous faut vraiment des gens en plus avec nous. Et vous dites une vraie délégation, les gens qui ont été choisis hier, c'est pas une vraie délégation? On a fait ça dans l'urgence en fait, et du coup on s'est rattrapé sur la fin, mais personne n'est légitime pour représenter l'ensemble de l'action des Gilets jaunes. Donc là aujourd'hui on est là pour apporter la première parole et pour le premier contact avec le gouvernement. Et comment vous allez organiser des dissensions du coup Alors Emmanuel Macron, voilà, ça peut être son porte-parole, hein, c'est le résultat qui compte, hein, mais on verra bien. Vous attendez quoi concrètement aujourd'hui? Alors on attend simplement de pouvoir rentrer chez nous parce qu'il pleut. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi. BFM TV, on voulait vous recevoir en plateau ce soir parce que tout à l'heure vous vouliez que la réunion soit filmée. Vous n'avez pas eu l'occasion à ce que cette réunion soit filmée. Du coup, on vous propose de vous recevoir et de vous donner le temps de parole que vous souhaitez je sais ce pas, soir. faut que je voie avec Priscilla parce que du coup on devait voir avec elle avant J'ai qu'elle une parte, petite s'il vous question à plaît. vous poser du coup rapidement, je t'en mets pour 2 secondes. En fait, j'ai tourné pas mal de fois avec Yuri Daouli, oui. qui vous bossez. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait vous suivre en fait, c'est dans l'air, demain par exemple? Là, les prochains jours, ça va être très compliqué parce que du coup, on est énormément sollicité, donc on ne connaît pas du tout notre planning. Ouais. Qu'on puisse être un peu avec vous, même 1 heure demain. En fait, on voulait faire un portrait de vous, quoi. Bah là, on peut pas vous répondre dans l'immédiat. Après, on essaie de répondre par téléphone, mais c'est vrai que là, du coup, on doit. On a du mal à vous voir, donc je suis content de vous avoir en. Ouais, je sais. On a tellement d'appels et tout ça, c'est ingérable. Je comprends. Demain matin sur France Info à 7h10, est-ce que c'est possible pour vous? Là, demain matin, non, je pense pas. Franchement, honnêtement, je vais juste rejoindre parce que du coup, on a rendez-vous à un point de. Voilà, juste possible ou pas 5 minutes, 7h10 sur France Info demain matin? Je sais pas du tout si c'est par téléphone, peut-être, oui. Par téléphone? Oui, je pense, oui. Est-ce que vous pouvez me le confirmer? On a votre portable, on vous appelle, vous me le confirmez 7h10 par téléphone demain matin? Ça, oui, je pense. Non, mais vous faites pas faux bon, quoi. On le calme. Après, le problème, c'est le nombre de personnes qu'il y a à répondre. Donc mais après, si vous vous engagez pour France Info, vous vous engagez pour France Info. ouais, je vais vraiment essayer de m'appeler, mais je vais vraiment la rejoindre parce qu'on a un autre rendez-vous très important. Je vous envoie un texto. Oui, Au pas de plateau, souci. est-ce que vous pouvez venir ce soir avec nous? On vous prend en charge. Faut que je voie avec Priscilla directement. Priscilla est invitée autre part. Oui, c'est pour ça que je vais voir si je peux aller avec elle ou. Mais du coup, vous voulez pas venir? Bah là, moi je suis parti de chez moi à l'improviste, du coup c'est vraiment un rendez-vous qui s'est fait. Vous avez vraiment le temps que vous voulez pour vous exprimer. Et comme tout à l'heure, c'était la caméra de BFM qui filmait et vous avez souhaité qu'elle reste filmée, du coup, on vous propose de venir avec nous. Du coup, on a quand même été en direct sur les réseaux sociaux. Mais c'était juste un direct. Je te laisse. Je vais vérifier si c'est lui. Ok. De toute façon, moi je suis obligé de rentrer. Oui. Au revoir. Vous voulez pas venir du coup en plateau? Là, je suis parti de chez moi, j'ai laissé ma petite à quelqu'un, tout ça, faut vraiment que je m'occupe de la récupérer. On vous repaye le taxi. Non, je suis en voiture. C'est ça le. Faut vraiment. Demain matin? Après, par téléphone, on essaiera d'être. Parce qu'on voulait vraiment vous laisser vous exprimer, quoi, parce que là ça n'a pas été possible de filmer, ils ont refusé. Donc 63, 82, ouais. 92, Ouais. 90. Ok. Du coup plus de demain matin? Oui. Ce serait plus possible? Demain matin, demain midi, ouais. Très bien. Je vous remercie. 244 c'est là-bas, donc c'est plutôt là-bas. Ouais. Ah oui, pour la voiture, oui. Ah, moi je suis déjà en voiture. Je vous remercie en tout cas. Bonne soirée. Oui, impeccable. Bon, on s'est arrêté sinon? C'est pas simple, hein. J'espère que on a essayé de faire le maximum, on n'a pas pu avoir on n'a pas pu avoir un représentant, enfin un média qui était avec nous, donc du coup j'en ai profité pour faire un live, ils l'ont pas du tout refusé. Donc,
J'espère qu'on a été le plus juste possible et qu'on a fait passer le mot. Donc on a profité des médias à la fin justement pour faire passer un message à l'ensemble des gilets jaunes. Donc j'espère que ça nous a porté. C'était bien qu'il y ait tous ces médias au final à la fin pour pouvoir faire passer un message qu'on n'a pas forcément, qu'on n'arrive pas forcément à faire passer par les réseaux sociaux. Donc, ouais, je vais essayer de l'enregistrer, de le partager. Après, ce sera à vous de le partager, comme ça au moins les gens ont une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé. Nous, c'était le souhait qu'on avait. Donc, alors voilà, concrètement, aujourd'hui, il s'y a rien passé. Hein. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a rien du tout. Hein. Là, pour eux, on l'a très bien senti que rien n'allait changer, quoi. Ils ont pris des notes, mais vraiment pas plus, quoi. Tenter, non, on a ouvert le dialogue. Après, c'est pas, nous, on n'est pas légitime pour faire entendre le souhait de tout le monde. On aura dit un peu déjà le résumé de ce que tous les gens voulaient, avaient comme revendication. Donc après, c'est qu'un début, hein. Voilà, moi les médias, tu sais, je me les fais pas imposer du tout, hein, parce qu'ils ont beaucoup de mal à m'avoir. Donc, ouais, non, même s'ils savaient pas, au final ils nous ont dit ouais, si vous voulez enregistrer ou filmer, il y a pas de problème. Donc c'était pas, ils s'en foutaient un peu, quoi. Oh non, les notes, mais après voilà, quoi. Parce que moi c'est bien ce que je leur ai demandé. Je leur ai dit ouais, vous comptez faire quoi à l'avenir, tout ça, vous allez changer quelque chose? Et ben non, on va rester comme ça. Donc ouais, écoute, cool, hein. Vous aurez des Champs-Élysées tous les samedis dans un sale état, hein, si vous continuez comme ça. Putain, il est où ce truc? Vous lirez, Eric, qu'ils ont à peine pris des notes. Ouais, ça on le sait, hein, de toute façon. Déjà, quand on sait qu'on est reçu par le ministre de la Transition écologique, on sait que le débat il va être vite clos, hein, de toute façon. Non, mais au moins on a passé le message qu'on voulait à la fin et on leur a fait un petit peu, on leur a un peu exprimé comment